contentieux, alors qui reste au niveau des juges du fond aujourd'hui, sur cette question. Quand la caisse n'a pas notifié sa décision à l'employeur, quel est le point de départ de ce délai de 5 ans? Quand est-ce qu'on peut considérer que l'employeur est informé de cette décision? Et on commence à voir poindre les arguments des caisses qui nous disent vous êtes informé à minima quand l'accident ou la maladie que vous entendez contester est imputé sur vos comptes employeurs. Alors, je ne sais pas si je parle chinois à certains, je pourrais m'en expliquer après, mais voilà, le compte employeur, en gros, c'est un document qui est une photographie des accidents et des maladies pris en charge par la caisse et c'est un peu le début de la facture pour l'employeur. On commence à lui dire ce que ça va lui coûter. Voilà, donc il y a une question sur ce sujet-là, la Cour de cassation ne l'a pas encore tranché. Deuxième sujet dont je voulais vous parler et qui là me semble beaucoup plus dérangeant, il s'agit de la qualité de l'intérêt à agir de l'employeur. Dans la première espèce, on avait un salarié qui a travaillé dans une société A. Cette société A est rachetée par une société B. Le salarié n'a jamais travaillé pour cette société B. Et des années plus tard, après le rachat, il déclare une maladie professionnelle, en l'occurrence une pathologie liée à l'inhalation des poussières d'amiante, et on impute cette pathologie, enfin on demande en fait à l'entreprise B d'assumer le coût de cette maladie. L'entreprise B conteste en disant « mais moi, attendez, j'ai jamais employé cette personne, je n'ai fait que racheter l'entreprise dans laquelle il a été exposé, je ne vois pas pourquoi j'assumerais le coût de cette pathologie ». Eh bien, la Cour d'appel, comme la Cour de cassation, s'entendent à dire que, comme on entend, on le qualifie d'employeur, cette entreprise B, puisqu'on entend lui faire peser le coût de la pathologie, elle a un intérêt à agir. Ça n'a pas été discuté. En revanche, la Cour de cassation a considéré qu'elle n'avait pas qualité pour agir, puisque seul l'employeur, donc seule l'entreprise qui avait été l'employeur à un moment donné de ce salarié malade, pouvait contester la décision de prise en charge. Et donc, en gros, on lui a dit, paye et tais-toi. On te considère comme employeur pour te faire assumer, te demander d'assumer le coût de cette maladie, mais on te dénie cette qualité pour pouvoir contester. Tu n'as pas de qualité à agir puisque le salarié n'a jamais travaillé dans ton entreprise. Même idée. Dans le cadre du travail temporaire, c'est le deuxième arrêt. Et ça, c'est une confirmation d'un arrêt de 2018. Cet arrêt, donc, je vous ai mis date du 16 février 2023. Dans le cadre du travail temporaire, je ne sais pas si vous savez, mais évidemment, c'est l'entreprise de travail temporaire qui demeure l'employeur au sens juridique du terme. Donc, quand l'accident survient, il survient chez l'entreprise utilisatrice, c'est normalement l'entreprise de travail temporaire qui assume le coût de l'accident. Sauf que lorsque l'accident atteint une certaine gravité, et j'entends par là lorsque le salarié se voit notifier un taux d'IPP, donc quand il a des séquelles de son accident ou de sa maladie, et que ce taux d'IPP est évalué au minima à 10%. Eh bien, dans ce cas-là, le législateur a prévu une répartition du coût entre l'utilisateur et l'entreprise de travail temporaire. Et donc, dans notre espèce, là, le salarié intérimaire s'était vu notifier un taux d'IPP de 10%. Et l'utilisateur, donc, devait assumer une partie de ce coût. Il a donc souhaité contester ce taux d'IPP assez naturellement. Et pareil, on lui a dit, bien écoute, non, tu vas payer et tu vas te taire parce qu'en fait, tu as un intérêt à agir puisque tu payes. Mais tu n'as pas qualité à agir puisque tu n'es pas employeur en tant qu'entreprise utilisatrice. Seule l'entreprise de travail temporaire peut agir. Bon, moi, ça me paraît hallucinant, mais un conseil pour ceux qui font du contentieux employeur, quand vous avez des dossiers comme ça ne sert à rien de saisir la commission médicale de recours amiable ou le tribunal pour contester le taux d'IPP. Par contre, quand l'entreprise de travail temporaire, quand vous avez des liens, quand votre client, entreprise utilisatrice, a des liens avec son entreprise de travail temporaire, essayez de vous raccrocher, de demander votre mise en cause dans le cadre du recours que pourrait introduire l'entreprise de travail temporaire contre ce taux d'IPP. C'est le seul moyen. Une question que se posent peut-être nos confrères. La prescription quinquennale que vous avez évoquée, il n'est pas en fait appliqué ou applicable à l'employeur le fameux délai de 2 mois qui accompagne souvent les notifications, notamment le délai de 2 mois pour la notification des taux d'IPP. Si, c'est 2 mois. Sauf que quand la décision de la caisse ne vous a pas été notifiée, eh bien, on se posait la question, et donc le délai de 2 mois ne court pas, on se posait la question de savoir est-ce qu'il y a un autre délai? Oui, un délai de prescription de 5 ans. Voilà. On passe aux accidents du travail. Là-dessus, un petit rappel sur l'obligation déclarative de l'employeur. Dans l'espèce que je vous ai mis là, en fait, c'est une altercation entre 2 salariés.
Deux salariés donc ont une altercation verbale au temps et au lieu du travail. Le DRH est informé et parce que le DRH d'ailleurs amène un des salariés au commissariat pour déposer plainte et notifie une mise à pied à titre conservatoire au second salarié. Donc il était bien informé. Pour autant, pas de déclaration d'accident du travail. Rien n'est fait. Ça arrive devant les juridictions, et le DRH, pour se défendre, disait mais attendez, moi, les circonstances de cette altercation ne sont pas très claires. Ils l'ont bien cherché. Et puis, de toute façon, je n'ai jamais reçu de certificat médical au titre d'un accident du travail. J'ai simplement reçu un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, maladie simple. Donc, je considère que je n'avais pas à faire cette déclaration d'accident du travail. Il y a une grave erreur. La Cour de cassation sanctionne en rappelant que l'obligation déclarative de l'employeur n'est pas subordonnée à la réception d'un certificat médical d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail. Dès lors que l'employeur est informé de la survenance d'un fait accidentel, il a l'obligation de faire cette déclaration dans le délai de 48 heures. Et la Cour de cassation a rappelé la sanction. Si la déclaration n'est pas faite ou qu'elle est faite hors délai, eh bien, l'employeur s'expose à être condamné à rembourser à l'euro près tout ce que la caisse primaire d'assurance maladie a versé aux salariés. Donc, c'est double punition. On paye sur ses cotisations AT-MP, puisque vous savez que quand un accident est reconnu par la caisse primaire, l'employeur assume via ses cotisations AT-MP l'accident. Mais si en plus il a fait sa déclaration hors délai, il a un vrai risque financier puisqu'il va devoir en plus rembourser tout ce que la caisse a versé aux salariés. Donc, vraiment pour vos clients, là encore, si vous êtes avocat d'employeur, bien attention, la DAT est obligatoire, même si on n'a pas reçu un arrêt prescrivant un arrêt de travail au titre d'un AT. La matérialité des faits, rapidement. Est-ce qu'on peut poser des questions maintenant ou après comment? Ouais. Oui, si vous. Il n'y a pas un peu comme avant, AT et MP. Ouais. Et ben, effectivement, il y a un vrai problème. Alors, bon, vous avez, est-ce que c'est lié à un AT ou MP, mais on vous dit pas si c'est l'un ou l'autre. Or, la différence, c'est qu'en matière de maladie, l'employeur n'a aucune obligation déclarative, ce qui n'est pas le cas évidemment en matière d'accident du travail. Donc, alors, la question, c'est si vous avez connaissance de l'accident du travail, bah, très bien. Si on n'a pas connaissance de l'accident du travail, quand vous recevez un certificat comme ça, on peut déjà interroger son salarié. On peut aussi interroger la caisse en disant moi je reçois ça, mais quid? Et je conseille de le faire parce que sinon vous avez potentiellement un certificat volant dans vos dossiers et pas de déclaration et donc vous ne remplissez pas votre obligation déclarative. Donc ça ferme ça ferme pas mal de contentieux, pas mal de recours et ça fait peser sur les entreprises le coût de ces malaises, voire de ces décès qui parfois ont un lien infime avec le travail, mais ah mais bien sûr. Non, attendez, on est d'accord, je me place côté, je vous donne la vision d'un avocat côté employeur. On ne conteste pas tous les malaises, bien évidemment, ça c'est clair. Et je ne suis pas là en train de dire qu'il n'y a que des salariés qui connaissent les ficelles et qui montent des dossiers d'accident du travail. Mais ça existe aussi, donc bon, voilà. Oui, parce que quand même, maintenant, on considère qu'un infarctus sur 2 est dû au stress au travail. N'a pas d'autre étiologie que ça. Voilà, mais quand un médecin vient vous dire que ça n'est pas le cas, qu'on ne peut pas faire le lien, et qu'une cour de cassation vient vous dire c'est pas grave, c'est quand même pour toi, il y a quand même des. Dernier point sur les accidents du travail, un petit point sur les réserves, mais ça très rapidement. Vous savez que si vous n'êtes pas d'accord quand vous faites votre déclaration d'accident du travail avec les déclarations de votre salarié, que vous avez des doutes sur ce qui s'est passé, vous êtes obligé de faire votre déclaration, on l'a vu, mais vous pouvez émettre une lettre de réserve. Il faut qu'elle soit motivée et elle doit être adressée à la caisse dans un délai de 10 jours suivant la déclaration d'accident du travail. Si elle est motivée, si votre lettre de réserve est considérée comme motivée, eh bien, ça va contraindre la caisse à instruire le dossier. Donc, la caisse ne pourra pas prendre en charge sans avoir interrogé le salarié et l'employeur, les deux. Si elle en oublie un, c'est pas bon. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans la troisième espèce, le 17 février 2022. La espèce qui avait interrogé le salarié, mais pas l'employeur, alors que l'employeur avait émis des réserves motivées. Si par contre, il n'y a pas de réserve motivée, eh bien, la caisse a le choix. Elle peut instruire le dossier comme elle peut décider de prendre en charge l'accident au seul vu de la déclaration et du certificat médical et n'interroger personne. Si elle fait ce choix-là, vous ne pouvez pas le lui reprocher si vous n'avez pas émis de réserve.
En revanche, si elle fait le choix d'instruire le dossier malgré l'absence de réserve de l'employeur, alors on applique la même procédure. Elle doit interroger les deux parties. Elle ne peut pas se dire j'interroge que le salarié ou que l'employeur. Elle doit interroger tout le monde. Si elle ne le fait pas, c'est un vice de procédure que l'employeur peut invoquer. Et dernier point, un arrêt du 5 janvier 2023 qui rappelle, qui est intéressant parce que c'est toujours bon quand on a une décision comme ça, qui rappelle que quand l'employeur émet des réserves fondées sur l'absence de témoins, eh bien, ce sont des réserves considérées comme motivées qui contraignent la caisse à instruire le dossier. Voilà, donc ça c'est la dernière espèce. On passe aux maladies professionnelles. Il me reste combien de temps là? J'ai encore. Allez, on avance. Maladie professionnelle. Un rappel d'une position constante de la Cour de cassation en la matière. Octobre 2021, la Caisse a l'obligation de vous adresser en tant qu'entreprise le double de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle a reçue. Pourquoi? Bien parce que contrairement aux accidents du travail, vous n'êtes pas en tant qu'employeur à l'origine c'est ce que la Cour de cassation considère. En fait, vous n'êtes pas à l'origine de la déclaration. Et pour être informé que la Caisse ouvre un dossier et va instruire un dossier, eh bien, elle a l'obligation de vous transmettre cette déclaration. Alors, ça pose des soucis parce que la procédure est aujourd'hui dématérialisée, mais l'obligation reste quand même celle-là. Toujours sur les maladies professionnelles, vous savez qu'il y a deux systèmes de reconnaissance de maladie. Enfin, pour qu'une maladie professionnelle soit reconnue, il y a deux possibilités. Il y a un système qu'on appelle le système des tableaux. Donc c'est assez simple, il faut rentrer dans les conditions du tableau. Tous les tableaux sont faits de la même manière, il y a 3 colonnes. Hein. Une colonne sur la désignation de la maladie, une colonne sur le délai de prise en charge et une colonne sur la liste des travaux susceptibles de générer la maladie en question. Et pour que la pathologie puisse être prise en charge dans ce système-là, eh bien, il faut que les 3 conditions soient remplies. Donc évidemment, on ne traite pas un dossier de maladie professionnelle sans avoir le tableau sous les yeux et pour pouvoir vérifier si les 3 conditions sont remplies. On verra tout à l'heure le système complémentaire dit hors tableau si il y a une des conditions qui n'est pas remplie. Donc, s'agissant des conditions du tableau, je vous ai mis quelques jurisprudences intéressantes sur la désignation de la maladie. Il y a des tableaux qui sont beaucoup plus précis que d'autres. Et il y a des tableaux qui exigent beaucoup de conditions. Dans la première espèce, il s'agissait du tableau 98 qui concerne les affections du dos, en fait, tous les problèmes de dos. Et pour certaines pathologies, on exige qu'il y ait une atteinte radiculaire de topographie concordante. Alors, excusez-moi, bref. Retenez que si cette atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas démontrée dans le dossier de la caisse, eh bien, elle ne peut pas prendre en charge cette pathologie. Ou si elle l'a prise, l'employeur pourra contester. Et on s'est demandé pendant longtemps, mais comment on justifie cette atteinte radiculaire de topographie concordante? Eh bien, la Cour de cassation dit que l'avis du médecin conseil de la caisse suffit. A une valeur probatoire. Simplement, il faut que ce médecin conseil nous dise sur quel document il s'appuie. Et on parle d'éléments médicaux extrinsèques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il fasse une attestation en disant oui, il y a une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il faut qu'il nous dise, et je l'ai vu sur une radio, sur une écho, sur, bon, voilà, moi je ne suis pas médecin, mais sur un document médical extrinsèque. À défaut, la procédure de la caisse tombe. Même chose dans la deuxième espèce, là c'était sur une date de première constatation médicale de la pathologie. Et ça c'est assez compliqué parce que cette date elle est fondamentale puisqu'elle permet de savoir si le délai de prise en charge du tableau a été respecté ou pas. Et parfois vous avez un médecin traitant qui fixe une date de première constatation médicale de la maladie et un médecin conseil qui n'est pas d'accord avec cette date. Et la décision revient au médecin conseil de la caisse. C'est lui qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie. Et la seule chose qu'exige la Cour de cassation, c'est que là aussi, il se fonde sur un élément médical extrinsèque. Un exemple, un médecin nous dit la date n'est pas celle-là, mais c'est celle-ci. Si dans tout le dossier de la caisse, on n'a aucun élément à cette date-là qui démontre que la pathologie avait été constatée, la procédure tombe. Mais il suffit que le médecin conseil vous dise « je l'ai vu sur un arrêt médical, sur un certificat médical », ça valide sa position. Et évidemment, vous n'avez pas, vous, en tant qu'employeur, accès à ce document-là, puisque ça, la Cour de cassation le matraque. Cet élément médical extrinsèque n'a pas à être communiqué à l'employeur. Il faut juste que l'employeur puisse vérifier qu'il y en a un, que l'avis du médecin conseil de la caisse se base sur un tel document. Voilà. Et dernière espèce, si au moment où la caisse prend sa décision, que l'employeur consulte un peu les pièces du dossier, il n'y a pas d'éléments médicaux intrinsèques visibles, enfin il n'y a pas d'indication en tous les cas sur un tel élément, on vous dit c'est pas grave en fait. Le médecin conseil de la caisse, il peut faire une attestation a posteriori. Il faudra juste que dans son attestation a posteriori, donc après que la décision
de la caisse soit prise, il puisse dire oui, quand j'ai pris la décision, quand j'ai donné mon avis, j'avais bien tel élément dans le dossier. Donc, inutile de vous dire que voilà, ça complexifie encore les recours. A été faite plus de 2 ans. Alors, le problème, c'est qu'une dépression, vous m'arrêtez, docteur, si je me trompe, mais on en peut en guérir. Donc, on peut aussi, je suppose, en déclarer une il y a des années, en guérir et en déclarer une autre. Enfin, c'est. Ah mais non, mais c'est ce qu'on va vous répondre de l'autre côté. Mais là, c'est pas une maladie professionnelle, la dépression, donc ça passe forcément par le C2RMP. Oui, c'est ça, hors tableau. Alors après, non, mais après, la différence sur le délai de prescription, c'est que il ne s'applique que si le salarié est informé du lien possible avec son activité professionnelle. Oui, mais il pouvait. Établit le lien. Voilà. Il l'établit. Voilà. C'est ça. Alors, non, mais attendez, il y a 2 choses différentes. Il y a la première constellation médicale dont on va servir pour voir si les connaissances, les conditions du tableau ou hors tableau, pour que le comité régional se prononce. Donc, il y a cette date de première constellation médicale. Mais le délai de prescription, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas photo dans votre dossier. Si vous avez un certificat qui a plus de 2 ans en amont de la déclaration de maladie professionnelle et qui précise qu'il y a un lien avec le travail, il n'y a pas de problème. Non, mais la question là pour passer devant le C2RMP, c'est les séquelles. C'est où il y a 25% de séquelles et il y a une chance de se accepter ou pas. On peut très bien avoir eu une dépression il y a 2 ans et puis avoir de séquelles. Mais là, ça a Et été ça pris en marchera charge. pas. Moi, je conteste en disant que ça m'est inopposable parce que notamment, c'est prescrit. La déclaration est très tardive par rapport au moment où le Si vous salarié pouvez a eu démontrer qu'il était connaissance. informé dès la première date du Ouais. lien avec le travail et qu'on est On plus est de en 2 ans cours, après. on est devant le TJ, mais c'est tellement long, les procédures. Merci. Excusez-moi, il faut que vous parliez dans un micro. En fait, nous, oui, mais en distanciel, non. Il faut peut-être enregistrer pour qu'on nous entende. Alors, j'ai le même problème, pareil, un salarié qui a marqué dans sa demande de reconnaissance une maladie qui remontait à 2013 avec un certificat médical, mais il n'était pas en arrêt de travail. Et j'ai l'impression que les médecins conseils, finalement, mettent la date de première constatation médicale à la date du premier arrêt de travail qui, moi, est intervenu 5 ans après. Le problème, c'est votre qu'il faut un pratique. élément médical extrinsèque. Donc, si il n'y a pas d'élément à la date que Il y votre avait salarié dit un- j'étais déjà malade, mais s'il l'a pas fait constater qu'il n'y a pas d'élément, ils peuvent pas retenir cette date-là pour Moi, le coup je comme je première l'avais. constatation. Il avait un document du psy qui marquait ça a un lien avec son travail. Et le premier arrêt de travail date que de 4-5 ans après. Et la première date de constatation médicale retenue par le médecin conseil, c'est celle-là. Là, il faut se battre. Hein. Ah bah, je me suis battue. Là, faut se battre. Je suis devant C2RMP, mais j'ai trouvé ça très étrange et j'ai parlé avec des confrères qui m'ont dit le médecin conseil, généralement la date qui retient pour la première constatation médicale, c'est généralement la date du début du premier arrêt de travail. Je sais pas si c'est votre constat. Bah si, mais après c'est à vous de lui montrer qu'il y en a un antérieur si voilà, si c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'éléments. Donc voilà, après il y a aussi et moi je suis assez voilà, il y a aussi pas mal de caisses qui dans ce genre de situation poussent pour une prise en charge. Derrière l'employeur conteste, si vous contestez, vous allez gagner sur un truc comme ça, sur une prescription, ça passe quand même assez bien et du coup tout le monde est content. Le salarié est pris en charge. Et tant mieux pour lui, parce qu'il faut quand même pas oublier que quand un employeur conteste, ça ne touche pas les droits acquis du salarié. Donc, le salarié, il est pris en charge, l'employeur conteste parce que la demande était manifestement prescrite. Bon, ben voilà, ça arrive aussi fréquemment. Et pour avoir échangé avec certaines caisses, sur certains types de pathologies, ça peut. Sauf qu'en termes de dépression, après, on se retrouve avec des prud'hommes et puis des reconnaissances de maladies professionnelles. Même si on a dit c'est inopposable à l'employeur, ça change rien. Ça change rien. Donc Non. c'est vrai que c'est des sujets un peu à part, mais qui ont des interactions. Donc, si on a déjà évoqué le sujet, mais si on n'est pas dans un tableau de maladie professionnelle, si les conditions ne sont pas réunies, effectivement, possibilité d'être pris en charge quand même par le biais de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le C2RMP, comité composé de médecins qui vont se prononcer sur le lien ou l'absence de lien entre la maladie et le travail. Et si l'avis du comité est favorable, il s'impose à la caisse. En fait, la caisse n'a pas le choix, elle doit prendre en charge.
Non. Moi, j'ai des C'est pas, il n'est pas procédures. transmis avec la Ah. décision de la caisse. Il l'était pendant longtemps, il l'est plus aujourd'hui. Alors, comment Il n'y a on pas conteste? d'obligation. Donc, vous contestez et puis vous l'avez dans le cadre du recours. Voilà. Et là, vous D'accord. vous apercevez de plein de choses quand vous lisez la VIP. D'accord. J'ai vu un arrêt qui est intéressant. Je suis désolée, hein, on vous bloque un peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jurisprudences qui sont sorties et qui disaient que l'employeur avait eu l'avis du CDRSMP après j'essaie de pas me tromper. Vous allez me dire si vous avez eu cet arrêt après la décision de la caisse et qui dit, finalement, il doit pouvoir avoir un nouveau délai. Vous l'avez pas vu cet arrêt? Non, on part du J'essaie principe, de le moi je l'ai pas retrouver. vu. Pour moi, la jurisprudence que je connais, c'est celle qui vient vous dire que l'information de l'employeur doit justement être avant l'avis du CRMP, avant la transmission au CDRMP. Pourquoi? Parce que cet avis s'impose à la caisse et donc une fois que l'avis est rendu, vous pouvez l'avoir, mais de toute façon, vous aurez aucun moyen de peser sur la décision de la caisse. Donc votre information contradictoire doit être avant. Après, il n'y a pas de texte qui impose à la caisse de vous le communiquer. Donc, Je vais le retrouver. mais je suis preneuse si vous l'avez. Ouais, je l'avais trouvé sur LinkedIn. C'est vrai? Ouais, voilà. Alors, rapidement sur ces problématiques, qu'est-ce qu'on a comme problématique auprès du C2RMP? Eh bien, il faut savoir que quand le dossier est transmis par la caisse au C2RMP, il y a un article D461-29 qui prévoit toute la liste des pièces qui doivent être transmises au comité par la caisse. Et notamment dans ces pièces, il y a l'avis du médecin conseil de la caisse et il y a l'avis du médecin du travail avec un bémol puisque cet avis était obligatoire pour toutes les pathologies déclarées avant le 1er décembre 2019 et depuis le 1er décembre 2019, il n'est plus obligatoire. La caisse peut demander l'avis du médecin du travail, mais ça n'est pas une obligation. Ce qui me semble, moi, complètement dingue parce que quand un comité va se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie, qui est mieux placé que le médecin du travail pour donner son avis. Donc, mais on n'est plus obligé de l'interroger. Toujours est-il que ce texte précise également que quand ces avis sont donnés, les conclusions du médecin du travail et du médecin conseil sont communicables de plein droit à l'employeur et qu'en revanche, leur rapport intégral, couvert par le secret médical, est transmissible par le biais d'un médecin. Donc l'employeur concrètement désigne un médecin, la caisse doit interroger le salarié pour savoir si lui aussi peut désigner un médecin et s'il accepte que son employeur ait accès à ces documents. Et s'il l'accepte, on a un échange les médecins ont un échange sur ces documents-là. Et donc la Cour de cassation, dans l'arrêt du 17 février 2022, l'employeur contestait avoir reçu les conclusions de l'avis du médecin du travail et de l'avis du médecin conseil. Et la caisse disait mais moi j'en ai pas et c'est pas obligatoire. La Cour d'appel d'Angers l'avait quand même sanctionné en disant mais attendez, on était sur une maladie antérieure au 1er décembre 2019, vous aviez l'obligation de demander l'avis du médecin du travail et s'il n'a pas fait des conclusions, c'est à vous de les lui demander puisque le texte prévoit que l'employeur doit avoir accès à ces conclusions. Donc s'il n'y en a pas, vous deviez les lui demander. Cassation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers par la Cour de cassation qui vient dire pas du tout. Il n'y a aucune obligation pour le médecin du travail de joindre des conclusions à son avis intégral, enfin de faire une partie séparée en fait. Et donc la caisse, si elle vous dit qu'elle n'en a pas, c'est qu'elle n'en a pas et circuler. Deuxième arrêt, là c'était juste un arrêt assez classique, mais qui rappelle que quand l'employeur a fait la demande à désigner un médecin pour que l'intégralité des pièces médicales lui soit communiquée, eh bien, la caisse doit justifier avoir fait la démarche auprès du salarié pour qu'il désigne un médecin, et pour que ces pièces puissent être transmises. Et là, il y a toute une jurisprudence en ce moment au fond pour savoir si le courrier que la caisse envoie au salarié est suffisamment incitatif ou pas. Est-ce que le salarié va comprendre à partir de ce que la caisse lui écrit qu'il doit, est-ce qu'on est un peu plus dirigiste que simplement lui dire tu as la possibilité de. Voilà, donc il y a des discussions en ce moment au fond là-dessus. Imputation compte spécial. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est toujours pour les pathologies en fait. On a un principe qui est que c'est le dernier employeur qui a exposé le salarié au risque de la maladie avant sa première constatation médicale qui doit assumer le coût de cette pathologie. Sauf qu'on a aujourd'hui dans les entreprises des gens qui ont des parcours divers,
qui ont une exposition au risque tout au long de leur parcours professionnel. Et il n'est pas rare d'entendre chez les employeurs, bah oui, mais là, il a une maladie chez moi, mais il faisait le même boulot avant, et c'est moi qui vais l'assumer, alors qu'il est là depuis 15 jours. Enfin, bon, ce genre de réflexion, c'est monnaie courante. Et donc, il y a une possibilité, alors que c'est compliqué, mais de demander que le coût de la maladie soit pas assumé par votre entreprise, mais soit assumé en fait par l'ensemble des employeurs. C'est ce qu'on appelle une demande d'imputation au compte spécial. Et il y a un arrêté de 1995 qui a prévu les cas possibles. Il y a 2 alinéas, enfin il y a un article 2 de cet arrêté, il y a 2 alinéas qui donnent lieu à beaucoup de jurisprudence, qui sont l'alinéa 3 et l'alinéa 4. Alors l'alinéa 3, il nous dit que lorsque la maladie a été constatée dans un établissement qui n'expose pas au risque, mais qu'elle a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général, eh bien alors, ça peut être imputé au compte spécial. Et la Cour de cassation, en février dernier, est venue préciser les choses sur la charge de la preuve en disant c'est pas à l'employeur de prouver qu'il n'a pas exposé au risque le salarié. Lorsque la CARSAT a imputé le coût de la maladie à un employeur, c'est à elle de démontrer dans cet alinéa-là, parce que vous verrez que l'autre c'est pas la même, mais c'est à elle de démontrer en fait que le salarié a été exposé au risque chez lui, chez cet employeur-là. Et si elle n'y arrive pas, alors l'employeur en question, qui est en demande, doit venir démontrer que la pathologie a été contractée dans un autre établissement d'une entreprise qui a disparu, etc., etc., etc. Et là, bon courage, parce que en général, on ne va pas enquêter chez nos camarades, chez nos concurrents ou chez les précédents employeurs. Ça se fait pas. Donc on n'a pas les éléments là encore. Et je vous dis bon courage parce que un peu plus loin, je vous ai mis un arrêt dans lequel la Cour de cassation est venue dire même les propres déclarations du salarié ne suffisent pas à l'établir. Ce qui est complètement hallucinant. Vous avez des salariés qui sont interrogés dans le cadre des enquêtes des caisses primaires, qui disent j'ai été exposé là, 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 là. Ces expositions multiples sont retenues par la caisse primaire pour qualifier la pathologie. Et ensuite, eh bien, on ne veut pas en tenir compte pour pouvoir pour permettre au dernier employeur de démontrer qu'il y a eu une multi-exposition au sein de différentes entreprises. Voilà, et c'est la position actuelle. Donc mon conseil. On a la déclaration AT qui généralement fait le récapitulatif des postes de travail occupés par le salarié. Pas forcément. Vous savez pas forcément parce que elle est souvent. On peut vous mettre le dernier employeur et même quand le salarié remplit toutes ses expositions, la CARSAT, la Cour de cassation considère que c'est pas suffisant. Les déclarations du salarié, que ce soit sur sa déclaration de maladie dans le cadre de l'enquête de la caisse, sur son questionnaire, ne sont pas suffisantes. Donc en gros, moi ce que je conseille, mais c'est du encore une fois, c'est du voilà, c'est quand l'employeur s'intéresse à l'instruction du dossier par la caisse primaire, quand vous êtes interrogé par dans le cadre du questionnaire et que vous savez qu'il y a eu une multi-exposition, demandez à la caisse d'enquêter au sein des précédents employeurs. Il y a un texte, je ne l'ai plus en tête, je suis désolée, mais il y a un texte du Code de la Sécurité sociale qui prévoit cette possibilité-là. Alors après, je ne vous dis pas, je vous garantis pas que la caisse fera cette enquête auprès des précédents employeurs, mais si elle ne le fait pas et que demain on vient nous dire à Amiens, la cour d'appel d'Amiens, qu'on ne démontre pas une exposition chez les précédents employeurs alors qu'on a demandé cette enquête et que la caisse primaire est à même de la mener, bon, voilà. Sur l'alinéa 4, là, on vous dit que peut être imputée au compte spécial la pathologie contractée par la victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, sans qu'on sache dans laquelle la pathologie a réellement été contractée. Et là, c'est plus à la CARSAT de démontrer, alors qu'elle a imputé le coût de la maladie sur les comptes employeurs, c'est pas à elle de démontrer qu'il y a eu une exposition au risque chez cet employeur-là. Là, on inverse la charge de la preuve. C'est à l'employeur de venir démontrer que le salarié a contracté sa pathologie chez les précédents, dans les précédentes entreprises. Voilà. Et là, dans l'arrêt du 6 janvier 2022, c'était un dossier d'amiante, une pathologie liée à l'amiante. La personne avait travaillé dans une entreprise précédente qui était inscrite sur les listes de la CATA. Eh bien, la Cour de cassation considère que le fait que cette entreprise soit inscrite sur ces listes-là
ne suffit pas à établir que la salariée a été exposée au risque. Alors, au départ, ça m'a choquée. Après, je me suis dit en même temps, c'est pas parce que l'établissement dans lequel tu travailles est inscrit sur cette liste-là que toi-même, tu es exposé à l'amiante. Mais bon, voilà. Ouais, ça dépend du poste. Voilà. Vous avez envie de réagir? Non, effectivement, en fait, normalement, pour connaître ces listes ACATA, c'est normalement, si vous êtes inscrit, c'est qu'il y a une part significative des salariés qui ont été exposés. Donc, on peut déduire, après, si ça dépend des postes, mais il y a certains postes, on peut déduire de l'énoncé du poste l'exposition. Bah, pas pour la Cour de cassation. En tous les cas, pas quand l'employeur conteste. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout sur l'imputation au compte spécial si la compétence, alors ça c'est un peu technique, mais si la maladie a été déjà pris en compte, si on en a tenu compte dans le calcul d'un de vos taux de cotisation AT-MP, alors la compétence est celle de la Cour d'appel d'Amiens, qui est spécialement désignée en matière de tarification AT-MP. Si par contre la maladie n'a pas encore été prise en compte dans le calcul d'un taux, le tribunal judiciaire reste compétent. Et là, mon conseil, faites plutôt une demande d'imputation au compte spécial devant les tribunaux judiciaires que devant la Cour d'appel d'Amiens. Alors, avec une petite chose, c'est que la CARSAT, en fait, conteste en ce moment systématiquement tous les arrêts qui sont rendus par les cours d'appel, considérant que la Cour de cassation a fait une erreur d'interprétation et qu'elle n'a pas bien compris quelle était la problématique en matière d'imputation. Et donc, il y a une contestation systématique. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Après, elles peuvent contester. Pour l'instant, elles ont plutôt gain de cause. Donc, mais on verra. Alors, on attend aussi un changement du président de la deuxième chambre civile, hein, quand même, d'ici la fin de l'année. Donc, on verra. Hein. Mais voilà. Encore le temps ou pas? Allez, 5 minutes. Alors, 5 minutes sur le quoi? Qu'est-ce qui peut vous intéresser? Contestation de la durée des arrêts de travail, plutôt de la tarification pure ou les taux d'IPP? IPP? Ok. Alors, contestation de taux d'IPP, il y a un arrêt, moi, qui est important, qui me semble important, c'est l'arrêt du 22 septembre 2022, qui est juste aussi hallucinant. Vous savez qu'un taux d'IPP peut être fait d'un taux médical. Alors, souvent, il n'y a que un taux médical, mais on peut lui adjoindre un coefficient coefficient professionnel quand la pathologie a je dirais, vraiment handicaper la vie professionnelle du salarié ou l'handicap pour le futur. Donc, on rajoute un coefficient professionnel. Et il dépend, alors il n'y a pas de barème officiel, mais nous, on a reçu dans le cadre de conclusions par les caisses des barèmes officieux, et ça dépend même du taux d'IPP, du taux médical, de l'âge du salarié. Et dans le dossier, donc dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 22 septembre, le salarié s'était vu notifier un taux d'IPP de 10%. 10% médical. La caisse n'avait pas ajouté un coefficient socio-professionnel. L'employeur conteste ce taux d'IPP et 2 experts médicaux se disent, oui, effectivement, c'est surévalué, ça vaut pas, les séquelles ne valent pas 10%, mais valent 7%. Eh bien, la caisse s'est pas démontée et dit, mais oui, mais il a été licencié, donc ça vaut quand même un coefficient professionnel, il faudrait lui rajouter 3%. 7 plus 3, on arrive à 10, le taux qui était contesté. Et ça a été validé par la Cour de cassation. Alors même que ce coefficient professionnel n'a jamais été attribué aux salariés. La seule limite, c'est dans la limite du taux initial fixé par la caisse. Que moi, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, on va arrêter de contester parce que si à chaque fois on nous rajoute un coefficient professionnel, voilà. Et moi, ce qui me choque, c'est que le salarié n'en a pas vu la couleur et que 2, surtout, quand le taux d'IPP a été fixé, le licenciement de ce salarié avait déjà été prononcé. Ça veut dire que la caisse avait dans les mains les éléments lui permettant de fixer ce coefficient professionnel. Elle n'a pas jugé utile de le faire et elle vient rajouter ensuite ce coefficient dans le cadre d'une contestation. Voilà. Ça a été validé et cet arrêt est pour moi, sur les taux d'IPP, l'arrêt le plus important de l'année, de 2022. Voilà, l'autre est plus classique, c'est un employeur qui venait dire le taux d'IPP m'est inopposable parce que j'ai pas eu accès aux pièces, au rapport d'évaluation des séquelles. C'est un document qui est fait par le médecin conseil de la caisse quand il va évaluer les séquelles d'un salarié après un AT ou une EMP. Il établit un rapport d'évaluation des séquelles. Et c'est un document auquel nous n'avons pas accès, nos médecins les ont, mais pas nous. L'employeur disait je ne l'ai pas eu. Sauf que devant le tribunal judiciaire, ce document n'est transmis au médecin conseil désigné par l'entreprise que si
le tribunal ordonne une consultation ou une expertise médicale. Et là, en l'occurrence, l'inopposabilité était demandée de but en blanc, sans demander d'expertise. Donc, ça a été rejeté. C'est assez classique. Voilà. Moi, je m'arrête là. Je suis à votre disposition aujourd'hui, demain, enfin quand vous voulez, pour plus d'éléments, plus d'informations. Voilà. J'ai juste une petite question sur le taux d'IPP Oui. prévisionnel. On peut pas prévisible, pardon. Ça, on peut pas le contester. Non, la Cour de cassation a confirmé qu'il n'était pas contestable. On a plein de dossiers en cours et c'est pas contestable. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre consoeur qui, vous l'avez bien compris, maîtrise parfaitement bien le contentieux de la tarification, étant effectivement précisé pour répondre tout à l'heure à l'interrogation ou à la remarque de Madame le médecin du travail, c'est que effectivement il existe un principe de l'indépendance des rapports entre d'une part l'entreprise et en fait le salarié, l'entreprise et la caisse et le salarié, et que les recours employeurs sont des recours qui n'ont en fait qui n'affectent pas du tout les droits du salarié. Mais il est vrai aussi que surtout pour les entreprises qui sont auto-réelles, puisqu'en réalité le coût de l'accident du travail est variable pour l'entreprise selon en fait sa tarification. Les taux peuvent être extrêmement élevés et que c'est vrai qu'un salarié doit être parfaitement couvert au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais qu'il doit être couvert pour en fait les conséquences d'un accident du travail, exclusivement pour les conséquences d'un accident du travail, et à la condition que la caisse ait respecté la procédure, qui doit être une procédure entre guillemets, pas tout à fait, mais contradictoire quand même. Donc, qu'on se trompe pas en fait de débat. Il n'est pas question là de remettre en cause les droits du salarié, ni la pathologie du salarié, mais simplement, effectivement, de rappeler à la caisse, qui parfois va un petit peu vite en fait en besogne, que l'employeur doit effectivement assumer les conséquences d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, mais exclusivement les conséquences de cet accident du travail et de cette maladie professionnelle. Donc, je le reprécisais, c'était pas du tout une remise en cause des salariés. J'avais juste une question là sur l'arrêt du 2 juin 2022. Donc, elle vient dire que même, parce que là, il sollicitait l'inopposabilité de ce que j'ai compris, je l'ai pas vu cet arrêt de but en blanc, mais si avant de demander mon expertise, parce que moi, généralement, quand je suis côté salarié, par exemple, j'ai déjà demandé à mon salarié de faire une expertise. Mais même côté employeur, est-ce que l'employeur ne peut pas, avant de demander l'expertise, demander du tribunal qu'il ordonne de communiquer le rapport des séquelles? Non, en fait, ils ont fait une demande d'inopposabilité parce qu'ils se calaient sur l'ex-procédure qui était applicable devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité, où là, quand vous saisissiez, il y avait une obligation de transmettre en fait le rapport d'évaluation des séquelles entre médecins quand le tribunal était saisi. Les textes aujourd'hui ont changé. Et devant le tribunal, alors il y a une préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable. Et là, la Cour de cassation nous a dit que même si la caisse communiquait rien à ce stade-là, c'était pas grave. Et l'employeur allait devant le tribunal. Et devant le tribunal, les textes sont très clairs. Ce rapport n'est communicable que si une expertise ou une consultation est ordonnée. Donc, s'il n'y en a pas, ça sert à rien d'arriver en disant inopposabilité. Ce qu'il faut faire, c'est accrocher cette expertise. Et après, effectivement, si dans le cas de l'expertise, il n'est pas communiqué, là, voilà. D'autres questions à poser? Non? Alors, confrère, la faute inexcusable. Oui, bonjour. Critères, indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux. Voilà, merci. Donc, je me présente, Guillaume Bernard. J'exerce notre profession au sein du cabinet tessionnaire Topal Laforgue. Donc, nous sommes une activité principalement tournée autour de la défense des salariés. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est tarification et autres, ça m'apparaît être une nouveauté pour moi. Mais je vais me concentrer, moi, on m'a demandé d'intervenir sur la faute inexcusable de l'employeur. Donc, je vais faire quelques rappels qui vont me sembler à certains très généraux, mais qui me semblent nécessaires et utiles, et surtout, je vais venir vous présenter les arrêts qui me semblent les plus importants, sachant que ce n'était pas une matière foisonnante en termes de jurisprudence. Vous n'avez pas des jurisprudences très régulières de la Cour de cassation, puisque c'est des matières qui sont sur la faute inexcusable, plutôt très foisonnantes devant les juges du fond, mais pas vraiment devant la Cour de cassation. Mais vous verrez qu'il y a quelques arrêts récents qui nous intéressent et qui vont nous donner lieu à débat et à réflexion. Donc, la faute inexcusable, elle est prévue, vous le savez, je pense, par l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, qui nous dit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
la victime ont droit à une indemnisation complémentaire. Bien évidemment, le texte n'a pas défini la définition de la faute inexcusable. Il faut se rapporter à la jurisprudence. Donc, classiquement, c'était les arrêts amiantes du 28 février 2002 qui ont requalifié la faute inexcusable. Mais pour se rapprocher de la jurisprudence de la Chambre sociale, la fameuse Air France du 25 novembre 2015, la deuxième chambre civile, le 8 octobre 2020, est venue repréciser ce qu'est une faute inexcusable en nous disant, en visant l'article L452-1, mais également les articles sur la prévention dans le Code du travail, c'est-à-dire les articles 41-21-1 et 41-21-2 du Code du travail, et de nous dire le manquement à l'obligation légale de sécurité à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a une caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Donc en fait, les critères classiques n'ont pas changé. C'est la conscience du danger qui est, vous verrez, appréciée de façon concrète par les juges du fond. Et ensuite, c'est l'absence de mesures de protection. Donc, vous verrez, j'attire votre attention sur un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 5 janvier dernier 2023, l'arrêt 21-11-939, dans lequel la Cour d'appel de Versailles et c'était approuvé par la Cour de cassation, fait une appréciation très concrète de l'appréciation de la conscience du danger d'une entreprise. C'était un salarié qui, vous verrez cet arrêt, on va le revoir sur la faute présumée, parce qu'il est à mon sens beaucoup plus intéressant sur la faute présumée que sur la faute prouvée, mais il est quand même intéressant sur l'analyse qu'a fait la Cour d'appel de Versailles sur les conséquences, sur la connaissance du danger qu'avait l'employeur et a retenu, la Cour d'appel de Versailles a retenu que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger, et la Cour de cassation a validé en disant que la Cour d'appel a pu déduire de l'ensemble des éléments qu'elle a mis en lumière l'absence de faute inexcusable, l'absence de conscience du danger. Il y a deux arrêts qui me semblent aussi intéressants. Il y en a un du 8 avril 2021, c'est le 20-11-935, qui a fait l'objet de publication. Vous verrez qu'en fait, la Cour de cassation vient nous dire que le particulier employeur a la même obligation légale de sécurité à l'égal de son salarié que le particulier, que les autres employeurs. Il n'y a pas de distinction sur les employeurs. La définition est strictement la même. Voilà. La Cour de cassation d'ailleurs est venue expliquer cette jurisprudence et cette sévérité à l'égard de l'employeur particulier par le nombre d'accidents qui a lieu chez des personnes employées de maison, en fait. Ensuite, il y a un arrêt qui me semble, lui, particulièrement intéressant, c'est celui rendu le 1er décembre 2022 par la deuxième chambre civile, le 21-10-773, parce qu'il est, à mon sens, assez énigmatique. Vous verrez qu'il y a une jurisprudence, des commentaires de cet arrêt qui me semble très intéressant. C'est sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Vous avez un cas, ce qui est un cas assez fréquent, d'une double procédure. Vous avez une procédure à la fois au pénal, ici c'est un accident du travail, et vous avez une procédure devant le pôle social de pôle social. Ici c'était un accident du travail, une personne qui avait subi un accident en raison d'un jet d'ammoniac lors d'une intervention sur une pompe. Vous aviez le tribunal de police qui avait été saisi, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'ITT, et en parallèle, la procédure a suivi son cours devant le pôle social et devant la cour d'appel. Le tribunal de police a relaxé la personne, l'employeur, et a caractérisé visiblement le manquement, une absence de manquement aux règles de sécurité de l'employeur. Il faut bien voir, et la Cour de cassation vient nous dire, alors que la Cour d'appel, c'était la Cour d'appel d'Angers, je crois, avait particulièrement bien motivé sa décision sur l'identité, sur la faute inexcusable. Elle avait bien dit que, bien que la cause soit indéterminée, ce qui avait provoqué le jugement de relax, que l'absence de moyens de protection sur la vanne, l'absence de régularité de la vanne vis-à-vis des règles de sécurité applicables, faisait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. La Cour de cassation vient vous rappeler le principe qui est que l'article 4.1 du Code de procédure pénale, qui est que le juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, peut retenir une faute inexcusable de l'employeur. Donc là, cet arrêt ne semble rien révolutionner. Pourtant, il vient nous dire que, tout en rappelant les principes de base, que comme le juge pénal n'a pas retenu, elle a retenu une absence de manquement de l'employeur aux règles de sécurité, alors la faute inexcusable ne peut pas être reconnue par le juge civil. Vous avez ici une application très stricte de la faute pénale, de l'autorité de la chose jugée au pénal,
qui est en fait contraire à ce que jugeait la Cour de cassation jusqu'à récemment. En fait, il nous semble donc que cette appréciation particulièrement sévère dans cet arrêt, pas sévère mais particulièrement stricte de la Cour de cassation dans cet arrêt, pourrait inciter énormément de personnes à ne plus saisir le juge pénal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les règles pénales non intentionnelles de la blessure intentionnelle, c'est une violation d'une obligation particulière de sécurité de résultat, de sécurité et de prévention, qui est appréciée autrement que la faute inexcusable. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, en fait, ça vient à dire que s'il y a une relaxe et si le juge est rentré suffisamment dans le détail pour nous dire qu'il n'y a pas de manquant à l'obligation de l'absence de manquement de l'employeur aux règles de sécurité, vous ne pourrez plus aller en faute inexcusable. C'est l'enjeu pratique. Oui. Oui. Ah oui, oui, le salarié n'est pas forcément l'origine. Après, lui, il peut se constituer partie civile. Il y a des cas. Bien évidemment, c'est le procureur qui est maître de l'action publique. Voilà. Après, si vous avez la possibilité de ne pas déposer plainte, dans l'attente de précision de la part de la Cour de cassation sur la portée de cet arrêt, en fait, cet arrêt, il ne semble rien révolutionner. Pourtant, il est publié au bulletin. C'est-à-dire qu'il pose un principe qui est le principe qui semble être habituel, il en a fait une application très stricte, qui est particulièrement défavorable à la victime dans l'espèce, et il vient le publier au bulletin. Pourtant, la rédaction est assez peu claire. Donc, c'est pour ça que moi, j'inviterais les gens à être plutôt prudents quand ils ont une procédure pénale en cours. Et c'est surtout qu'en fait, par réflexion, vous voyez, si vous avez une procédure, nous, c'est un dossier qu'on a au cabinet, on a une procédure pénale qui a abouti après une première condamnation à une relaxe, chambre correctionnelle, le pourvoi était formé. De l'autre côté, vous avez la faute inexcusable qui a été reconnue. La deuxième chambre civile va être saisie également d'un pourvoi. Nous avons une troisième procédure au prud'homme. Là, on vient devant la cour d'appel. Il se peut très bien que la cour d'appel, cette problématique d'autorité de la chose jugée va se poser devant la cour d'appel. La cour d'appel va devoir dire elle est face à deux arrêts définitifs, un qui relaxe en disant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité, et l'autre qui vient vous dire qu'il y a une faute inexcusable. Elle va faire quoi? Peu importe ce qu'elle va dire, de toute façon, je pense qu'un pourvoi va être formé par une des deux parties. Donc vous allez avoir, sur le même problème, trois chambres de la Cour de cassation qui vont être saisies, et sur des appréciations différentes. C'est pour ça que revenir sur la jurisprudence qui était assez équilibrée de la Cour de cassation, qui est que le juge pénal qualifie les faits et la culpabilité ou la relaxe, me semble difficile à comprendre du fait de l'absence d'identité des deux fautes. Après, on verra, ça nécessite de voir si la Cour de cassation se reprononce sur la question dans d'autres cas. Sur l'ABSA, j'en viens maintenant à la faute inexcusable présumée. Alors, vous savez qu'il y a deux textes du Code du travail qui présument une faute inexcusable. C'est l'article L4131-4 du Code du travail. C'est en cas d'alerte du salarié ou d'un membre du CHSCT sur les risques. Et vous avez l'arrêt du 5 janvier 2023 que j'ai déjà évoqué, qui vient vous dire que le signalement qui a été fait, qui doit porter sur le risque qui s'est réalisé. Dans le cas d'espèce, vous aviez un salarié qui a fait remonter à son employeur des difficultés relationnelles et des difficultés avec son management et avec d'autres salariés. Il est décédé d'une crise cardiaque. La Cour de cassation vient nous dire, la Cour d'appel de Versailles, validée par la Cour de cassation, vient dire que le risque qui a été dénoncé, qui a été signalé, n'est pas celui qui s'est réalisé. Donc, la faute inexcusable présumée ne peut pas être mise en jeu en l'espèce. Après ce que vient de vous dire le médecin du travail sur le lien entre le stress au travail et les accidents cardiovasculaires, on peut douter de la sincérité de la réponse, mais en tout cas, telle est la position de la Cour de cassation qui a été rappelée très très récemment. Ensuite, il y a la faute inexcusable qui est présumée pour certains salariés, c'est les intérimaires, les CDD, les intérimaires, les stagiaires en entreprise, lorsqu'ils n'ont pas bénéficié de la formation de la sécurité renforcée. Là, il y a un arrêt de 2018 qui vient le rappeler, qui ne change pas fondamentalement la matière. Sur la procédure en faute inexcusable, je vous rappellerai premièrement quand même que c'est une compétence, je pense que vous le savez, exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
J'ai vu un arrêt qui est passé récemment de la Cour d'appel d'Agen, la Chambre civile de 2022, qui nous dit que l'avocat qui ne saisit pas, à l'époque, le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas d'accident du travail, une maladie professionnelle, mais qui va demander l'indemnisation devant les juges civils, engage sa responsabilité professionnelle. Ici, la Cour d'appel d'Agen a estimé que l'avocat qui s'était trompé de procédure avait fait perdre une chance à hauteur de 80% pour la victime de l'accident du travail d'obtenir une indemnisation. Donc, elle a chiffré l'indemnisation de la personne et notre assureur a pris en charge à hauteur de 80% ce litige. Voilà. Sur la compétence territoriale, c'est le lieu du domicile du demandeur, donc de l'assuré social. Alors, sur le délai de prescription biennale, c'est l'article L432-1 du dernier alinéa de l'article du Code de la santé, du Code de la sécurité sociale. Donc, je vous rappellerai que c'est la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui fait courir le délai de prescription. La Cour de cassation a une position constante depuis 2003 sur cette question. Elle n'en parie pas. J'ai noté un arrêt quand même intéressant qui est publié d'ailleurs du 16 février 2023, donc très récent, qui dit qu'en cas de pluralité d'employeurs, on peut s'intéresser sur l'interruption de la prescription. Si vous agissez contre un de vos employeurs, vous mettez un en cause plus de 2 ans. Est-ce que vous avez interrompu la prescription? La Cour de cassation vient rappeler sa jurisprudence qui est très constante, qui est constante depuis 2010, qui résulte des combinaisons de 431-2 et 2241 du Code civil, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Donc, vous avez une interruption erga omnes. Vous saisissez contre un employeur, même si vous saisissez contre quelqu'un qui n'est pas l'employeur, j'ai envie de dire, vous interrompez la prescription à partir contre tous les autres employeurs potentiels. Voilà. Ensuite, je rappellerai que l'article 452-4 pose un préalable de conciliation et qu'il faut bien évidemment mettre en cause l'organisme de sécurité sociale. La Cour de cassation l'a rappelé le 12 mai 2022, la deuxième chambre civile a dit que le pourvoi formé par un employeur ou un salarié, je ne sais plus dans quel cas d'espèce, et avec lequel il n'y avait pas de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale était irrecevable. De la même façon, votre requête, si vous ne demandez pas la mise en cause de la requête de l'organisme de sécurité sociale, le tribunal pourra la déclarer irrecevable. Les principes de la procédure, je vous rappellerai les grands principes, c'est une procédure sans représentation obligatoire, en première instance et en appel, et qui est orale, et vous saisissez le tribunal par requête. Voilà, c'est les grandes choses à savoir pour ceux qui ne sont pas habitués à la matière. J'en viens à qu'est-ce qu'on peut obtenir du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable. Quel est l'intérêt de cette reconnaissance de faute inexcusable? Vous n'êtes pas sans savoir que le régime d'indemnisation est forfaitaire en matière de réparation des dommages corporels liés à la reconnaissance du caractère professionnel soit d'une maladie, soit d'un accident du travail, ce qui ressort du fameux compromis historique de la loi de 1898. Alors, quelles sont les indemnisations de base avant reconnaissance? Vous avez les prestations de nature, les IJ, l'indemnité en capital ou la rente, avec le taux utile. Vous savez que le taux utile de la rente, je pense que vous savez à peu près tous calculer ça, et la rente versée aux ayants droit. L'article 452-2 nous dit que vous avez le droit ensuite à une majoration des indemnités. Donc, pour la rente, vous avez une majoration de rente qui vous ramène le taux utile est ramené au taux réel, et l'indemnité, vous avez le droit au versement de l'indemnité forfaitaire et la majoration de la rente. Ce qui va nous intéresser plus, c'est quels sont les préjudices, et c'est ça qui fait l'objet à l'heure actuelle d'énormément de débats, c'est quels sont les préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Le texte, parce qu'il faut souvent revenir au texte, c'est l'article 452-3 du Code de la sécurité sociale qui vous dit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation des souffrances causées du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, par longue durée, souffrance de ses préjudices esthétiques, d'agrément, et le préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Voilà, c'est le texte qui dit ça, et pendant très longtemps, c'était uniquement ces postes de préjudice que l'on pouvait solliciter. La Cour de cassation était venue nous préciser, et c'était intéressant de savoir qu'est-ce qu'indemnisait la rente à TMP. Parce que c'était le débat, c'était qu'est-ce qu'indemnise la rente à TMP. Alors, la Cour de cassation, c'était sa position jusqu'à
janvier dernier, qui avait été fixé en 2009, qui était que la rente indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Vous n'êtes pas sans savoir que cette définition n'est plus correcte depuis les arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier dernier, sur lesquels nous reviendrons. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi l'impact qu'a eu la réforme des tiers payeurs et l'instauration de la nomenclature d'Antillac dans nos droits communs sur d'autres préjudices. Par exemple, on peut voir qu'en 2009, la Cour de cassation a modifié sa définition du préjudice d'agrément. En 2009, jusqu'en 2009, le préjudice d'agrément en matière de sécurité sociale était envisagé comme la perte des joies usuelles de la vie, c'est-à-dire qui comprenait ce qu'on appelle le trouble dans les conditions d'existence. En 2009, la Cour de cassation est venue dire non, ce préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence doit être compris dans le déficit fonctionnel permanent qui est indemnisé au titre de la rente. C'était l'état de la jurisprudence et vous aviez donc des débats très intéressants de plaideurs sur qu'est-ce qu'indemnise la rente, qu'est-ce que n'indemnise pas la rente et comment chiffrer vos préjudices. Alors, vous aviez à peu près trois types de juges. Les juges du fond avaient à peu près trois types de solutions. Vous aviez ceux qui résistaient à la Cour de cassation en indemnisant les souffrances physiques et morales endurées sur toute la période. Vous avez ceux qui textuellement vous disaient oui, j'applique la jurisprudence de la Cour de cassation, je n'indemnise que ceux temporaires, mais qui fixaient les mêmes montants qu'avant, des montants assez importants, et ceux qui appliquaient de façon très stricte la position de la Cour de cassation. Par exemple, vous aviez la Cour d'appel de Toulouse qui n'indemnisait absolument aucun préjudice postérieurement à la consolidation. Donc, vous aviez ces questions-là. Cette question, en fait, je vais revenir sur l'arrêt de l'Assemblée plénière parce qu'il me semble intéressant, parce que la demande qui a été faite au titre de l'Assemblée plénière, en fait, l'Assemblée plénière, on lui a demandé uniquement de savoir si l'indemnisation des souffrances physiques et morales post-consolidation était possible. Elle aurait pu s'en tenir à nous dire oui, non, peut-être, voilà. Elle est allée beaucoup plus loin. Elle est allée beaucoup plus loin en disant que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que maintenant, vous pouvez demander les souffrances physiques et morales. Elle a validé l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, qui était un arrêt de résistance, qui indemnisait les souffrances physiques et morales. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette demande? Parce que vous avez donc maintenant, on vient vous dire que ce préjudice, le déficit fonctionnel permanent, n'est pas couvert par le livre 4. Il faut distinguer. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais il faut distinguer, je pense que vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, la décision QPC du 18 juin 2010 vient nous dire que vous avez le droit à vous rapprocher de la réparation intégrale. C'est-à-dire qu'il faut faire un distinguo entre les préjudices couverts par le livre 4 et ceux qui ne sont pas couverts par le livre 4. Et la Cour de cassation en 2012 était venue faire un listing à peu près de ce que vous pouviez demander en reconnaissance de faute inexcusable. Donc maintenant, le déficit fonctionnel permanent n'est plus indemnisé. Mais vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, il nous appartient à nous, plaideurs, côté victime ou côté employeur, de chiffrer ce déficit fonctionnel permanent. Il va nous appartenir. Et la question qui va se poser, et à mon avis, la question qui va faire débat, c'est quel taux d'incapacité on retient? Est-ce qu'on retient celui de la caisse? Est-ce qu'on retient celui du barème médical? Quelle est la date de consolidation qu'on retient? Est-ce qu'on retient la décision de la caisse? Est-ce qu'on retient celui qui va être fixé par un expert? Ça, ce sont des questions qui vont être importantes. Et après, comment formuler aussi nos demandes? Parce que la Cour de cassation, jusqu'à présent, elle nous dit quoi? Elle nous dit, vous avez le droit à la rente, vous avez le droit à la majoration de la rente, vous avez le droit aux souffrances physiques, morales endurées, pour toute la période. Si moi, je demande en plus de mes souffrances physiques et morales endurées sur toute la période traumatique, plus post-consolidation, je viens de demander en plus un DFP. Est-ce qu'il ne fait pas doublon aussi avec ma demande de souffrance physique et morale? On va pouvoir me le reprocher. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont devoir s'intéresser. Et en plus, après, moi, je parle pour ma pratique, mais pour ma pratique, j'ai beaucoup de salariés retraités qui se sont vus allouer des rentes. Et donc, de l'autre côté de la barre, on me soutient maintenant que
Qu'est-ce qu'elle indemnise cette rente vu que votre salarié était retraité et qu'il n'avait donc, on vient pas me le dire, mais on le sous-entend très fortement, il n'avait pas le droit à une rente. Cette rente n'indemnise rien. Mais en fait, c'est oublier, moi je pense que c'est oublier que nous ne sommes pas en réparation intégrale. Nous ne sommes pas en droit commun. Nous sommes dans un droit spécial que la Cour de cassation essaye tant bien de mal de concilier l'inconciliable qui est la nomenclature d'un acte de droit commun et l'article de L452-3. L452-3 vous dit vous avez le droit à une rente. La rente, vous y avez le droit, quelle que soit votre situation. Et venir dire qu'elle indemnise, qu'est-ce qu'elle indemnise pour les retraités? Ça a été un vrai débat. C'est pour ça qu'à mon avis, cet arrêt va créer beaucoup de contentieux. Un contentieux qui va être très intéressant, mais sur lequel, j'avoue, j'ai un peu de mal à l'heure actuelle, vu le recul, à déjà me projeter. Moi, je vois bien ce qu'on commence déjà à nous opposer, de l'autre côté, voilà, chez les employeurs. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour nous, pour savoir quel est l'intérêt de notre client, quel est l'intérêt principal de notre client, en fait. Quand vous allez plaider pour un salarié, est-ce que vous limitez vos demandes aux souffrances physiques et morales pour éviter une expertise qui peut s'avérer? Par exemple, vous avez des personnes qui ont des taux d'incapacité assez importants pour des pathologies cancéreuses opérées. En droit commun, si vous vous reportez au barème médical de droit commun, vous n'allez pas avoir 70%, mais 15%. Il va falloir l'expliquer à votre salarié, à votre client, que, en fait, il n'a pas 70% d'IPP, tel que retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, mais qu'en droit commun, il aurait 15%. En fait, on va peut-être considérer que dans 5 ans, il aurait même, si vous avez un contentieux qui dure, que 5 ans après, même la personne va dire, mais en fait, il n'y a pas de séquelles. Il n'est pas consolé, il n'y a pas de séquelles. Ou alors même, un cas différent, vous êtes avec des ayants droit. Vous êtes une personne décédée d'un mésothéliome, par exemple, prise en charge au jour de la déclaration de maladie professionnelle, comme la caisse primaire d'assurance le fait tout le temps. On va vous dire, mais monsieur, il est décédé, votre client. Il n'a jamais été consolidé. Vous n'avez pas le droit à un DFP. Et là, vous avez fait perdre 2 ans, 1 ou 2 ans, le temps de mettre en place une expertise, désigner un expert, etc., pour vous entendre dire ça. Donc, c'est vrai, important de voir, dossier par dossier, cas par cas, quelle est la meilleure stratégie judiciaire à mettre en place. Parce que vous avez cette difficulté. Après, on peut aussi considérer que il appartiendra à l'employeur de contester le taux et que s'il n'a pas contesté le taux d'incapacité qui a été notifié, il n'est plus vraiment en droit de le contester dans le cadre de la faute inexcusable, et que la consolidation, pareil. Est-ce que ça ne va pas obliger les employeurs, mais ça va être une réflexion que vont mener les avocats d'employeurs, à faire des contestations a priori, en protection, pas en protection, mais en envisageant un éventuel recours en faute inexcusable. Je viens d'avoir, donc moi, là, je suis côté employeur, j'ai eu l'expertise qui est tombée, et là, au moment de la liquidation, bien sûr, mon confrère me demande une nouvelle expertise pour évaluer ce déficit. C'est vrai que j'ai pas trouvé trop d'articles sur les arrêts d'assemblée plénière, donc aussi, j'ai fait avec ce que j'avais, la matière que j'avais, donc j'ai fait un peu comme ce que vous avez dit, j'ai mélangé avec les souffrances morales, parce qu'en plus, la plupart de son argumentation et post-consolidation, donc je me suis raccrochée à ça en disant qu'il l'évaluait déjà. Mais quand je regarde le rapport Mornay, par exemple, dans l'évaluation qu'il donne, mais le coût pour l'entreprise par rapport à tout ce qu'il y a avant, c'est monstrueux. Et donc, je serais curieuse, là, vous avez parlé qu'on vous opposait déjà des arguments, je serais curieuse de savoir quels arguments vous opposent côté employeur sur ces arrêts d'assemblée plénière. Alors, nous, ce qu'on nous demande, en fait, moi, c'est des cas particuliers parce que pour l'instant, c'est vraiment des dossiers de personnes, de victimes de l'amiante qui sont retraitées. Donc, on vient me l'écrire que j'ai touché une rente qui n'indemnise rien, qui n'indemnise aucun poste de préjudice. Ce que je peux comprendre avec l'arrêt qui dit que c'est que le professionnel qui est... Sauf que, moi, de répondre, certes, elle a une vocation indemnitaire, mais elle est également forfaitaire, cette rente. Je suis dans le cadre du droit de la sécurité sociale. L'article L452-1-2 me dit que j'ai le droit à une rente et que j'ai le droit à la majoration de la rente. Donc, jusqu'à présent, voilà. Après, et que les autres préjudices, ils ne sont pas indemnisés par cette rente. Moi, j'ai une situation pour l'instant,
beaucoup plus, on va dire, facilité sur cet argumentaire-là. Par contre, si moi je décide de demander pour l'instant, si je décide de solliciter le déficit fonctionnel permanent et que je me retrouve avec une expertise, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ça peut être plus compliqué. Après, ça dépend, je vous dis, des dossiers, ça dépend de chaque dossier. Mais si on a un retraité, je vous dis, par exemple, moi, sur une personne qui est décédée d'un cancer bronchopulmonaire, c'est des cas comme ça, il est fort probable qu'un expert me dise, mais votre client n'a jamais été consolidé. Et donc, il n'y a pas de DFP. Il n'y a pas de déficit. Il n'y a pas de DFP. Voilà. Est-ce que je peux comprendre par rapport à la définition du déficit fonctionnel permanent? Et c'est surtout qu'en plus, tous les médecins experts sont formés au droit commun. Ils sont tous formés au droit commun. Et si vous leur opposez le barème Sécu, ils vont vous dire, moi, je ne le connais pas, ce barème Sécu. Et puis, c'est pas le même. Et puis, il y a une surévaluation. Parce qu'en fait, le barème Sécu, il y a une très forte, et c'est pour ça qu'on ces revirements s'expliquent aussi. Moi, je vous invite vraiment à aller prendre connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, qui a donné lieu à un des deux arrêts de l'Assemblée plénière, parce qu'il est particulièrement bien motivé sur pourquoi la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ne pouvait pas tenir. Parce que vous avez une rente AT-MP qui est fixée sur des critères principalement professionnels, qui est assis sur les recettes du travail, qui est même lorsque vous calculez le taux d'incapacité, il est calculé en fonction de la perte de travail, la perte de capacité de gain. C'est comme ça qu'il est calculé le taux d'IPP. C'est pas la déficit fonctionnel de la personne, c'est pas l'atteinte physiologique qui est visée. Alors là, je suis un peu étonnée parce que là, par exemple, je conteste trop d'IPP pour des salariés, donc j'ai le rapport des séquelles fait par le médecin conseil. Je n'ai rien sur le professionnel. J'ai que sur les séquelles. Alors que moi, par exemple, j'ai un salarié, il s'est fait licencier, et il n'a pas pu trouver de job pendant 10 ans. Et j'ai eu un taux d'IPP de même pas 10%, je crois que j'ai eu 9%, donc bon, je conteste. Mais je n'ai rien sur le professionnel. Donc c'est là où les pratiques, je trouve, utiliser la règle que je vous ai donnée à contraire. Pour rajouter un coefficient professionnel. Ah bah je rajoute un taux professionnel dans ma contestation. Faut le demander, oui. Faut le demander. Mais après, il y a à la fois la possibilité d'ajouter un taux professionnel, mais il y a aussi comment est évalué le barème, comment le barème a été calculé et été évalué. Le barème d'invalidité, il a une forte imprégnation professionnelle. Quand vous estimez qu'une personne victime d'un cancer opéré a entre 67 et 100% d'IPP, c'est pas ce que vous dit les barèmes de droit commun. Parce qu'on estime qu'une personne avec un cancer bronchopulmonaire opéré a perdu entre 2/3 et toute sa capacité de travail. Oui? Alors, s'il vous plaît, il faut que vous preniez le micro, autrement, en fait, on ne va pas nous entendre. Et je précise, en fait, que pour les gens qui sont en distanciel, mais aussi ceux qui sont en présentiel, que vous aurez de toute façon, en fait, le PowerPoint là aussi, avec toutes les références des arrêts qui sont cités. Je pose la question sur le barème. Vous évoquez justement la différence entre le barème de droit commun et le barème accident du travail, qui est effectivement très différent. Et même en parlant avec les médecins experts, ils en font vraiment une appréciation totalement différente, notamment pour tout ce qui est lié à des maladies après burn-out, avec des risques qui sont vraiment cotés de manière totalement différente. Les experts, dans les cas des expertises, font tout le temps référence au barème de droit commun, qui n'est pas un barème légal, sauf de ma part, qui est un barème indicatif, et ne font pas référence au barème AT-MP, alors que pour le coup, c'est quelque chose qui est annexé au Code de la Sécurité sociale. Et je n'ai pas trouvé, mais peut-être que je n'ai pas assez cherché, de jurisprudence se prononçant sur le barème qui doit être utilisé par les experts, enfin par les médecins experts et pas dans les rapports d'expertise. Est-ce qu'on doit avoir une référence au barème de droit commun ou est-ce qu'on doit avoir une référence au barème AT-MP? Et vous avez raison sur la question du DFP. Ça pose une question extrêmement importante. C'est une question hyper sensible. C'est une question hyper sensible, mais à mon sens, tout barème n'est qu'indicatif. C'est même le barème d'un TIAC, même la nomenclature d'un TIAC, je rappellerai que ce n'est pas la loi. Même si la Cour de cassation a l'air d'en faire l'alpha et l'oméga de la démisation du préjudice corporel, ça ne reste qu'une nomenclature indicative.
Les barèmes sont indicatifs. Le barème ATMP il s'appelle comme ça d'ailleurs, barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail ou pour les maladies professionnelles. Et les barèmes de droit commun sont des barèmes indicatifs. L'expert reste maître de son appréciation, en fait. Mais le problème oui et non, c'est que l'expert, lui, il est formé en droit commun. L'expert médical, il est formé, il a une formation médicale de droit commun, préjudice droit commun. Donc, il utilise les barèmes qu'il connaît. Voilà. Et après, l'expert, lui, il est libre de son appréciation. Il n'y a aucune décision juridique et je pense que ça n'existe pas. Après, je peux me tromper, mais je pense que ça n'existe pas parce que je ne pense pas que la Cour de cassation va vous dire que vous devez utiliser tel ou tel barème qui sont encore une fois indicatifs. Nous, on se pose la question d'insérer dans nos dispositifs, quand on demande les expertises, que ce soit fait selon tel barème. Je ne sais pas si les juges nous suivront, c'est-à-dire que jusqu'ici, c'est pas le cas, et dans les modèles de décision, on n'a pas de référence au barème que doit utiliser le médecin expert. Mais en tout cas, on se pose la question, nous, de l'insérer parce que vraiment, on voit une différence vraiment très importante là-dessus. Moi, je pense que ça peut être une solution. Après, comme je vous dis, encore une fois, le taux d'incapacité, normalement, il a été, dans la plupart des cas, notifié à l'employeur. Il a été notifié à l'employeur, donc il pouvait le contester. S'il l'a pas contesté, il lui est opposable, normalement. Et comme la date de consolidation. Moi, j'ai une décision récente. Alors, c'était pas sur un déficit fonctionnel permanent, mais c'était sur un déficit fonctionnel temporaire. La juridiction a bien pris soin dans sa mission de dire que l'expert ne pouvait pas remettre en cause la date de consolidation retenue par l'expert, par le médecin conseil. Parce qu'elle estime qu'elle est opposable à l'employeur. C'est un arrêt de la cour d'un tribunal judiciaire, c'est pas d'une cour. Mais cela dit, la question se posait déjà avant sur justement le déficit fonctionnel temporaire, puisque c'était la même question. Et justement, je me battais toujours, parce que dans la nomenclature d'IEC, on dit qu'on ne peut pas avoir un déficit temporaire qui est inférieur au déficit permanent, donc le taux d'IPP. Et les experts de répondre, on n'a pas à se référer au barème ATMP pour fixer le déficit fonctionnel temporaire. La réponse est la même pour la suite. Et les médecins font un blocage, mais un blocage que nous, juristes, sur lequel on n'a pas de prise. C'est très frustrant. On n'a pas de prise. Mais encore une fois, je vous dis, moi, je pense pas que vous trouverez de jurisprudence là-dessus, parce que ça reste des barèmes indicatifs. Ça reste des barèmes indicatifs et l'expert, après, vous pouvez critiquer l'expert. Mais en fait, c'est pour ça que c'est cette question-là qui va être primordiale, en fait. Ça va être la détermination de qu'est-ce que le DFP, qu'est-ce que je fais de mes souffrances, est-ce que je les sors ou pas de ma demande de DFP. Dans ce cas-là, mon DFP, il reste quoi? Il me reste les troubles dans les conditions d'existence et l'atteinte physiologique. Il n'y a pas, voilà, ça va être un DFP un peu tronqué. C'est toutes ces questions-là qui vont être intéressantes, mais je vous dis encore une fois, le débat, il va être vraiment là-dessus, sur la date de consolidation et sur le taux d'incapacité. Et je pense que dans le rapport tripartite, ça peut être en plus très intéressant dans le rapport tripartite, parce que vous avez un employeur qui va contester le taux d'incapacité vis-à-vis de la caisse, qui lui sera plus opposable, qui lui va vous opposer la contestation qu'il a fait vis-à-vis de la caisse, mais vous êtes indépendant de cette contestation. Donc ça va vraiment poser des difficultés. Après, je pense qu'il y a des juridictions, j'ai l'impression qu'il y a des juridictions aussi qui ont l'intention de faire valoir les demandes de DFP sans contestation des taux. C'est-à-dire, je sais que, par exemple, j'ai un confrère qui était il y a pas longtemps devant une cour d'appel qui lui a dit, mais vous faites une demande de déficit fonctionnel permanent à 75%. Voilà, parce que c'est des taux retenus par la caisse. Donc, il se peut très bien que la cour, si vous lui demandez sans expertise, vous la loue. Ça, c'est totalement envisageable. C'est totalement envisageable. En fait, il va falloir voir, et je pense que ça va être une vraie bataille auprès des juges du fond, par contre. Et en fait, c'est de la pratique, ça. Je pense que vous avez la même pratique, mais vous voyez bien qu'il y a des pôles sociaux où vous avez un juge qui est là depuis des années, qui a plus ou moins l'habitude, et vous avez des pôles sociaux où vous avez un magistrat qui vient des chambres civiles et qui, lui, comprend pas l'indemnisation que vous lui demandez pour des ATMP. Ouais, ça va être de la pratique, mais c'est très intéressant. Ça va être intéressant et ça renouvelle un peu la matière. On tournait un peu en rond sur la question. Oui, ça, on tournait un peu en rond sur qu'est-ce qu'indemnise la rente et qu'est-ce qui est entrée de consolidation, post-consolidation, etc. Mais moi, je suis un peu embêté de vous dire ça, mais j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire sur cet arrêt.
qui est quand même assez commenté. Mais en fait, la plupart des commentaires vous disent juste vous allez pouvoir demander le DFP. Voilà. Sur l'appréciation pratique, il n'y a pas grand-chose. Il y a, sur les principes, voilà, vous allez pouvoir demander ça, etc. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec 1 ou 2 enseignants, quand je leur faisais part de difficultés pratiques que ça pouvait poser pour certains dossiers, ils disent on n'avait pas vu ça. Ouais, voilà. Et c'est non, mais ça va être intéressant. Je voulais aussi vous indiquer sur. Vous avez encore 1 minute. Oui, voilà. Juste un dernier C'est arrêt. effectivement intéressant et c'est vrai que comme on n'a pas de recul, Ouais. donc juste on est vous obligé de signaler faire un notre arrêt réflexion. de la Cour d'appel de Toulouse qui me semble intéressant. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse de décembre 2019 qui a donné lieu à un désistement de la part de l'employeur devant la Cour de cassation et de la Caisse primaire d'assurance maladie. C'était sur les dépenses de prothèses. Vous savez que c'était normalement, c'est un préjudice couvert par le livre 4, donc on ne devrait pas pouvoir le demander devant le pôle social. Vous avez un cas, un AT, une personne jeune qui est amputée. Il essaye plusieurs prothèses, il essaye la prothèse fournie par la sécurité sociale qui ne lui convient pas, qui provoque des douleurs, qui n'est pas adaptée à son handicap. Il prend une autre prothèse, après plusieurs essais, c'est noté dans l'arrêt, je me permets. Après plusieurs essais, il trouve une prothèse qui est bien évidemment largement au-dessus du tarif sécurité sociale et qui est adaptée à son handicap. Il vient en demander l'indemnisation devant la Cour d'appel de Toulouse. L'employeur et la caisse disent oui, effectivement, c'est bien mieux adapté à son handicap, mais c'est un préjudice déjà couvert, il ne peut pas en obtenir l'indemnisation. La Cour d'appel de Toulouse a indemnisé à hauteur du coût réel de la prothèse en expliquant, et c'est ça qui est intéressant, la prothèse prise en charge au titre du livre 4 est inadaptée à l'état physique de monsieur en résultant de son action du travail. Considérer que les frais de prothèse adaptés destinés à réduire les conséquences de l'handicap imputable à la faute sexuelle dans l'action du travail dont a été victime le salarié relève du livre 4, alors qu'ils ne sont pas pris en charge à ce titre, en raison d'impératifs liés à l'équilibre financier de l'organisme social et contraire au principe du droit à indemnisation posé par la décision du Conseil constitutionnel et a pour conséquence de créer une discrimination dans la réparation des préjudices d'une victime sur la nature de son accident. Et l'employeur a préféré désister de ce recours. C'est dommage parce que ça aurait été intéressant de voir ce qu'en disait la Cour de cassation. Et vous voyez qu'on tend de plus en plus, même pour les préjudices couverts par le livre 4, à aller vers une indemnisation, une réparation de plus en plus intégrale. Mais le poste de préjudice le plus intéressant pour nous, pour les salariés victimes qui seraient l'assistance tierce personne, est toujours couvert par le livre 4, malheureusement. Merci. Eh bien maintenant, l'avis du médecin du travail, parce qu'en réalité, vous nous avez entendu parler de maladies professionnelles, accidents du travail, reconnaissance de la maladie professionnelle. Quel est le rôle du médecin du travail dans l'accompagnement du salarié? Et puis, est-ce que finalement, pour un salarié, il est préférable d'être pris en charge au titre de la maladie professionnelle? Est-il préférable pour lui d'être pris en charge au titre de l'invalidité? Quid d'un licenciement pour inaptitude? En réalité, qu'est-ce que vous faites quand un salarié vient vous voir? Déjà, je trouve que votre métier est bien compliqué, là, tout ce que j'entends. Donc, moi, j'ai 2 activités qui sont vraiment parallèles. J'ai une activité de médecin du travail en service interentreprise et une activité en service de pathologie professionnelle, donc à l'hôpital pour la souffrance au travail. Faire déclarer, et on passe notre temps en réalité à dire à nos salariés, ne faites pas de déclaration de maladie professionnelle, surtout pour les histoires de souffrance au travail, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en réalité, un salarié qui fait une déclaration en maladie professionnelle n'aura plus de droit à une pension d'invalidité. Et les rentes AT-MP dont vous venez de parler sont tellement dérisoires que les salariés ne peuvent pas en vivre. Par contre, une invalidité, le salarié peut en vivre, d'autant plus qu'au bout de 90 jours va se mettre en place la prévoyance. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de calculer qu'est-ce qui est le plus avantageux pour notre salarié. Faire une déclaration d'AT-MP, AT, c'est un peu différent, mais en tout cas de maladie professionnelle, en sachant qu'on va le mettre très très souvent dans une impasse d'un point de vue financier, surtout si on envisage une inaptitude. C'est-à-dire que l'inaptitude, le salarié, il va pas toucher grand-chose, sauf s'il a beaucoup d'ancienneté. Et là, ça se discute vraiment à la machine à calculer.
Est-ce que je suis claire dans ce que je vais vous dire? Je veux dire que la maladie professionnelle est souvent pas du tout avantageuse pour des gens qui commencent à prendre de l'âge, en sachant qu'on ne pourra plus avoir d'invalidité. Et surtout pour les histoires de souffrance au travail, parce que alors on a parlé du stress, d'infarctus, tout à l'heure vous avez parlé du burn-out, enfin voilà, toutes ces notions-là. On voit qu'il faut, pour qu'il passe, vous savez bien qu'il n'y a pas de maladie professionnelle, donc il passe devant le comité spécial, un déficit de 25%, très souvent, ils l'ont pas, ou alors quand ils l'ont, c'est tellement limite, et que le parcours, il est tellement compliqué, tellement long, et on l'entend dans tous vos échanges, que nous, médecins, on leur dit, n'allez pas là-dedans, parce que ça représente un tel coup psychologique pour vous, que souvent, nous, on avance, on est en train de les sorties d'affaires, ils passent devant le comité, ils n'ont pas leur reconnaissance, eux viennent complètement catastrophés en pensant que finalement, c'est pas professionnel. Si, c'est professionnel, leur histoire. Bien sûr que l'origine professionnelle est là. Simplement, les critères administratifs ne sont simplement pas remplis. Donc, on passe un temps fou alors à les remettre en action par rapport à ces notions-là. Donc, on est vraiment très, on y va toujours sur la pointe des pieds quand on fait des certificats pour des déclarations de maladies professionnelles. On y va, nous, en souffrance au travail, uniquement quand on est vraiment très sûr de notre coup et vraiment quand ça a un intérêt pour nos patients. Et très souvent, on voit des certificats qui sont faits par des confrères de ville qui connaissent pas bien ces histoires-là d'invalidité, de maladie professionnelle. Souvent, les médecins traitants font ou même des psychiatres font des certificats et ils mettent nos patients vraiment dans une galère financière après, vraiment. Et parfois, moi, j'ai vu une patiente qui avait une invalidité 2, qui arrivait à vivre à peu près correctement avec sa prévoyance et tout ça. Son médecin traitant, je ne sais pas tout d'un coup ce qu'il lui prend, il fait un certificat de maladie professionnelle, elle passe au C2RMP, les collègues me disent, on va être obligé de la reconnaître en maladie professionnelle, elle a tous les critères. Donc du coup, elle a été reconnue en maladie professionnelle, elle a dû rembourser toutes ses pensions d'invalidité et elle n'en vit pas de sa maladie professionnelle. Donc attention, quoi. Vraiment. Ça réagit en fait sur le chat, peut-être dans la salle aussi, mais ça réagit en fait sur le chat en nous disant oui, mais quand un salarié est en maladie professionnelle, il est quand même protégé. Il est protégé en fait contre le licenciement. Il bénéficie d'une indemnité journalière en fait supérieure. Oui. Et puis il a la prise en charge en fait des frais par le biais du triptyque, entre guillemets le triptyque. Donc il y a aussi un avantage. Alors, pas forcément, parce que certains salariés dans les grosses entreprises, par exemple pour des troubles musculo-squelettiques qui vont avoir besoin de soins souvent qui sont longs et coûteux avec des soins qu'ils ils ont une bonne mutuelle. Donc très souvent c'est équivalent. Alors la question des IJ, oui, parfois se pose. Mais c'est vraiment à calculer, la machine à calculer, quoi, tout ça. En tout cas, l'accident du travail. Alors, l'accident du travail, c'est un petit peu différent parce que très souvent, c'est déclaré dans l'entreprise et les choses mises en place. La maladie professionnelle n'est pas toujours non, voilà, c'est ça. L'accident du travail, c'est autre chose. Mais, sauf pour des histoires de souffrance au travail où on les fait reconnaître dans le délai de 2 ans. Et ça nous arrive, nous, de leur conseiller de faire ça, par contre. Mais pour justement que l'entreprise soit impactée, enfin voilà. Mais en tout cas, je crois qu'il faut retenir que la déclaration d'ATMP est parfois défavorable d'un point de vue financier aux salariés. Alors après, j'entends que les contestations, tout ça, c'est différent. Bon, mais nous, la majorité de nos salariés ne sont pas toujours en état d'aller devant des tribunaux, pas en état financier déjà parce que ça coûte cher pour eux. Parfois ils ne comprennent pas du tout les enjeux. Parfois ils sont dans un état psychologique tellement dégradé qu'ils n'en ont même plus la force. Enfin, voilà. Donc après on essaie de gérer ça au mieux avec eux. Et puis le parcours il est compliqué, il est long. Et là aussi c'est un coût psychologique. Et nous à la consultation on essaie d'évaluer ça. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut pas mieux des fois tourner la page très très vite, même si financièrement on perd un peu des plumes, mais finalement on se reconstruit beaucoup plus vite quand même. Donc on est dans tous ces enjeux-là. Alors des questions aussi donc sur le choix ATMP et beaucoup de questions aussi sur les certificats d'inaptitude. Sur la manière dont les certificats d'inaptitude sont rédigés. Quid aussi en fait du choix entre inaptitude professionnelle
et en fait inaptitude d'origine non professionnelle quand le salarié a été victime d'un accident du travail, mais qu'après il a une période de maladie ou une période de congé maternité, une période de congé parental, et finalement il revient après de nombreux mois, parfois de nombreuses années. La visite de reprise, est-ce que c'est une visite de reprise en fait, à TMP, on a parfois effectivement des origines. Je prends un exemple que j'ai eu dans un dossier où, en fait, l'inaptitude, le médecin du travail n'a pas statué pour nous dire si elle était d'origine professionnelle ou pas d'origine professionnelle. On a eu en fait un espèce de petit aller-retour, une croix dans les deux sens. Maintenant, quand on estime que c'est professionnel, on fait la fiche d'indemnité temporaire. Donc finalement, l'employeur, il sait très bien où on se positionne grâce à ces documents. Hein. Vous savez ce que c'est? Voilà, c'est ça. C'est le mois qui est pas couru. Donc là, du coup, il y a plus vraiment de discussion par rapport à ça. On le remplit, c'est professionnel. On le remplit pas, on estime que c'est pas professionnel. Alors, la question parfois, elle est très difficile aussi pour nous, hein, de savoir effectivement quand un salarié, admettons, a eu un accident, il s'est fracturé, je sais pas quoi, et après il fait une dépression. Est-ce que c'est d'origine? Ça, c'est au coup par coup. Ça dépend de la clinique. Moi, j'ai pas enfin, on peut pas avoir une position très stricte par rapport à ça. Moi, il m'arrive de considérer que c'est professionnel. Parfois, je considère que ça l'est pas, parce qu'entre-temps, il y a eu des tas d'histoires de vie privée qui peuvent justifier l'arrêt de travail. Je considère qu'il n'y a pas de lien. C'est au cas par cas. Bon. Par contre, certainement plus intéressant pour vous, c'est la question de nos restrictions d'aptitude. Non, c'est ça. Parce que très souvent, on me dit, mais il est inapte. Je dis non, il n'est pas inapte, il est apte avec restriction, ce qui est complètement différent. Alors, j'entends aussi que certains confrères font des choses qui sont pas très claires, voire un petit peu idiotes, c'est-à-dire mettre un chauffeur poids lourd, il est apte, mais il ne peut pas conduire. Ça, évidemment, c'est idiot. Mais on voit passer ce genre de choses. Là, j'ai rien à en dire, hein, voilà. Mais par contre, ce qui est certainement plus intéressant, c'est quand on met des avis avec des restrictions. Alors, quand elles sont temporaires, hein, temporaires, ça veut dire qu'on met, c'est pour 3 mois, par exemple. Ça, c'est souvent suite à une pathologie pour permettre une reprise plus douce. Là, ça peut faire des débats avec l'employeur, mais en général, on arrive à trouver un terrain d'entente. Par contre, quand on met des restrictions définitives, c'est-à-dire apte à un emploi d'équipier polyvalent dans la supérette du coin, mais ne peut pas faire de manutention supérieure à 8 kilos, par exemple, alors là, vous avez tout de suite des tas de complications quand vous êtes médecin du travail. Mais à la fois, nous, on rappelle à l'employeur ses obligations. Hein, c'est-à-dire ses obligations, c'est de respecter nos restrictions. Et en la matière, on pense qu'il peut les respecter parce que notre travail, c'est aussi de connaître les postes de travail et de savoir qu'il peut y avoir des aides à la manutention et on peut l'aider à en trouver. Il peut y avoir des changements de poste. Hein, par exemple, quelqu'un qui ne peut plus porter 8 kilos, il pourra tout à fait être, par exemple, caissier. Enfin, voilà, il y a des... Non, il n'est pas inapte, il est apte avec restriction. Non, il est apte avec restriction. Parce que, par exemple, alors, les emplois dans la grande distribution, c'est vraiment ça qui est toujours bien compliqué. Ils sont tous équipiers polyvalents. D'accord? Ça veut dire que, alors là, on fait toujours des fiches de poste, il doit savoir tout faire. À un moment donné, quand il y a des restrictions, non. Monsieur l'employeur, vous allez réfléchir avec nous, on va vous aider à réfléchir pour que les restrictions puissent être respectées. Par contre, si l'employeur me dit, docteur, là, vous avez mis 8 kilos, mais tout ce qui porte, ça fait 8 kilos 5 ou 9 kilos, ok, d'accord, on va mettre 10 kilos et puis tout le monde sera tranquille. Enfin, on est aussi capable de revoir un peu nos restrictions. Hein. Enfin, vous voyez, je crois qu'on travaille avec nos entreprises et nos salariés d'ailleurs pour que, en toute intelligence, on est aussi bien le conseiller de l'employeur que des salariés et de leurs représentants pour trouver des solutions. En fait, alors maintenant, ça a été élevé aussi en mission pour nos services de santé au travail, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Et là, on est complètement là-dedans. Et quand on met inapte, on fait des propositions de poste.
Alors, quand on n'en fait pas du tout, parfois ça peut arriver. Là, souvent les employeurs sont contents parce que du coup, ça les dégage de leur obligation de faire des recherches. Mais quand on fait des propositions de poste, en général, là c'est pareil. On est souvent en discussion avec nos employeurs parce que très souvent, je dis, ben, il peut pas faire de manutention, machin. Donc, il est inapte à son poste de chauffeur poids lourd. Par contre, il peut faire un poste administratif. Alors là, on va me dire, ouais, mais vous comprenez, il parle pas français, il sait pas téléphoner, machin, il sait pas utiliser un ordinateur. Oui, mais là, moi, c'est pas mon travail à moi. Ça, c'est la compétence professionnelle. Moi, je juge la santé. Moi, je fais le lien santé-travail. Je ne juge pas sur la compétence professionnelle. Et c'est vrai que parfois, ça aboutit, en fait, une aptitude avec restriction aboutit en réalité, in concreto, à une véritable inaptitude parce que vous avez raison, c'est vrai qu'on a des possibilités de reclassement des salariés, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Parce que quand vous avez en fait de toutes petites entreprises, que vous avez quelqu'un qui est un ouvrier de production et qu'en fait on va le reclasser dans un poste administratif alors qu'il n'y en a pas, on n'a pas non plus la possibilité de créer un poste administratif. Donc parfois on est vraiment en fait dans une impossibilité de respecter les prescriptions et les délais de contestation des avis du médecin du travail sont courts avec une procédure complexe. Donc on n'y va pas. Enfin je sais pas si vous y allez, mais contester les avis d'inaptitude c'est quand même quelque chose qu'on ne fait jamais. Oui, oui. Et oui, enfin, mais maintenant, les employeurs, très souvent, font des contestations devant l'ordre. Donc, voilà. Ils ont trouvé cette solution-là. Enfin, moi, je crois aussi que les médecins du travail doivent, ils connaissent leurs entreprises, ils connaissent les postes. C'est-à-dire, dans une toute petite entreprise, quand vous avez 3 salariés, une secrétaire et 2 ouvriers, c'est sûr qu'on va pas dire que l'ouvrier peut être, là, on va le mettre inapte. Enfin, tout dépend des cas. C'est à ça que sert l'étude de poste de travail. Vous savez qu'on doit, avant de poser une inaptitude, faire une étude de poste et des conditions de travail. Donc, si on s'est un peu éloigné de l'entreprise, qu'on la connaît plus très bien, eh bien, on y retourne, on refait la fiche d'entreprise et on voit les possibilités. Là, je crois qu'après, il faut travailler en intelligence. Hein. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir activer un petit peu tous les moyens que sont maintenant aussi à notre disposition. Par exemple, en faisant une reconnaissance travailleur handicapé qui va permettre à l'employeur d'avoir lui aussi des financements. Et parfois, ils sont très très contents qu'on les aide aussi par rapport à ça, hein, parce qu'évidemment, c'est pas leur métier, ils savent pas, ils connaissent pas. Et apporter une aide à un salarié qui est en difficulté avec un outil qui va l'aider, souvent ça aide aussi le collègue de travail. Donc là, très très souvent, tout le monde en tire bénéfice. Des réflexions aussi sur la visite de reprise et sur le moment où la visite de reprise doit être effectuée. Alors, la visite de reprise, on a 8 jours pour l'effectuer. Alors, vous savez qu'il y a un tel déficit de temps médical que c'est extrêmement compliqué dans nos métiers d'effectuer l'ensemble de nos missions. En réalité, on ne les effectue pas parce qu'on n'a pas le temps. Par contre, ce qui est vraiment une priorité pour nous, c'est vraiment les visites de reprise, les visites de pré-reprise et les visites à la demande des salariés. Ça, vraiment, celle-là, en tout cas, dans mon service de santé au travail, c'est vraiment des priorités et les délais là sont respectés. Par contre, les visites d'embauche, on les respecte pas. Malheureusement. Ouais. C'est compliqué, notamment en matière de travail temporaire, parce que là, les entreprises de travail temporaire ont beaucoup de difficultés à avoir en fait des visites d'embauche, même s'il y a des règles qui sont assouplies sur la notion en fait de 3 postes, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Ah, c'est très très compliqué, mais et en plus, là, le législateur envisage de nous rajouter encore des autres visites. Je ne sais pas où est-ce qu'on va les mettre. Bon, voilà. Là, pour l'instant, c'est mission impossible. Alors, on délègue de plus en plus à des infirmiers en santé au travail un certain nombre de nos visites. Bon. Alors, non, alors prenez le micro parce que pour les gens qui sont en distanciel, ils n'entendent pas. Fallait le. Oui.
Oui, bonjour. J'ai une question en fait par rapport aux visites médicales, parce que je suis de plus en plus confrontée dans mes dossiers à ces problématiques d'arrêt de travail à répétition et parfois d'arrêt de travail de longue durée. J'avais une question quand un salarié est en accident du travail et qu'il poursuit après avec un arrêt maladie classique. Est-ce que on peut solliciter la médecine du travail entre les deux événements pour qu'il se positionne sur la situation du salarié? En réalité, vous pouvez demander à tout moment, un salarié peut demander une visite de pré-reprise. Donc la visite de pré-reprise, ça a lieu pendant l'arrêt de travail, que l'arrêt de travail soit est pour cause d'un AT-MP ou une maladie. Donc à tout moment. Mais alors maintenant, l'employeur peut le demander? Non, jamais. L'employeur ne peut pas. La visite de pré-reprise est à la demande du salarié, médecin traitant, médecin conseil et depuis la dernière réforme, médecin du travail. Par contre, l'employeur, depuis la dernière réforme, donc d'août 2021, l'employeur peut faire des entretiens de liaison. Les entretiens de liaison, au bout d'un mois d'arrêt de travail, il contacte son salarié pour lui expliquer tous les dispositifs qu'il y a pour prévenir la désinsertion professionnelle et en particulier lui explique la visite de pré-reprise. Oui. Entretien de liaison. Le micro, oui. S'il vous plaît. L'entretien de liaison, là, c'est quelque chose de récent. On n'en a pas encore une grande expérience, mais c'est vraiment sûrement un moment important de reprise de contact du salarié avec son entreprise. Vous savez que très souvent, on disait au RH et aux entreprises ne contactez pas votre salarié pendant l'arrêt de travail parce que ça peut se retourner contre vous. Enfin bon, voilà, toutes ces histoires-là. Tandis que là, maintenant, au bout d'un mois, l'employeur a la possibilité de le faire. Et alors, je pense que ça va répondre à votre question. Non? Alors, si je vous suis, ce qu'on peut faire en tant qu'employeur, parce que quand c'est des périodes très longues, c'est de solliciter la médecine du travail pour que la visite de pré-reprise puisse être à l'initiative. Non, jamais. La visite de pré-reprise ne peut pas être à l'initiative de l'employeur. Par contre, l'employeur peut expliquer tout l'intérêt de cette visite à son salarié. Et alors après, ce qui m'arrive aussi moi par exemple, c'est que des employeurs me disent écoutez, ça fait très longtemps, on sait pas très bien ce qu'il devient, et puis on a appris qu'il avait un cancer, machin, bon voilà. Donc maintenant, la possibilité m'est donnée par le législateur de moi-même, en tant que médecin de travail, de proposer aux salariés la visite de pré-reprise. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est pour bon, peu importe l'histoire. Et le salarié du coup, il était bien content de reprendre contact et qu'on lui explique un peu les possibilités. Mais ça va maintenant pouvoir se faire dans le cadre de l'entretien de liaison. Moi, ma question, je change un peu le sujet, c'est sur le point de départ de la demande, en fait, de reconnaissance de la faute inexcusable. C'est vrai que souvent, je vois de plus en plus des salariés qui viennent me voir une fois que leur maladie a été consolidée. Au bout de 3 ans, par exemple, après la première, en tout cas le premier certificat médical ou la première la décision de reconnaissance de maladie professionnelle. Donc, au-delà de 2 ans. Est-ce que le point de départ, justement, de demande de la reconnaissance de faute inexcusable, vous avez cité l'article, mais j'avais vu la jurisprudence, c'est aussi, est-ce qu'on peut aussi à compter de l'arrêt de l'indemnisation du salarié par la sécurité sociale, IGSS. Est-ce que vous me confirmez cette information? Oui, alors l'article que je vous ai cité, c'est l'article L431-2 du Code de la sécurité sociale dans son dernier alinéa qui dit toutefois, en cas d'action en reconnaissance inexcusable, c'est interrompu par l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle. Mais il faut d'abord se rapporter au début de cet article. Et le début de cet article, c'est les droits se prescrivent par 2 ans à compter du jour de l'accident, de la cessation du paiement des IJ. 2, dans les cas prévus, de la première constatation de constatation par le médecin médical, la date de la guérison, de la consultation pour un détenu, etc. Donc, oui, c'est là. Si vous avez une prise en charge, je pense que oui, si vous avez une prise en charge et qu'il y a un versement qui continue des IJ, vous pouvez solliciter l'indemnisation de la reconnaissance en faute excusable à compter de 2 ans après la cessation des IJ. Oui, je vous confirme, on prend le délai le plus favorable aux salariés. Alors tout à l'heure, il y avait une question sur le chat, justement sur le problème de la prescription. Est-ce que l'action prud'homale suspend en fait la prescription? Non.
Non, à ma connaissance, non. À ma connaissance, l'action prud'homale n'interrompt pas la prescription en matière de faute inexcusable. Là, je vous dis, à partir du moment où vous avez une consolidation, il faut regarder quelle est la date la plus favorable parmi toutes celles qui sont listées par le 431-2. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez-y. Une question pour vous, docteur. Est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous avez un salarié qui vient en visite de reprise après des arrêts maladie pour maladies simples, donc pas des arrêts pour ATMP, est-ce que il vous arrive de déclarer l'inaptitude d'origine professionnelle alors qu'on a des arrêts pour maladies simples? Parce que tout à l'heure, vous parliez des cas dans lesquels parfois vous faisiez ou pas un lien. Non, quand on pense qu'il faut faire une déclaration de maladie professionnelle, on fait les certificats, on attend la reconnaissance pour pour les mettre en inaptitude, c'est ça que vous voulez dire? En fait, c'est dans le cadre d'une visite de reprise après la fin du dernier arrêt maladie, qui est donc pour maladie simple. D'accord. Lorsque vous voyez le salarié dans le cadre d'une visite de reprise et qu'une inaptitude est envisagée C'est ça. dans ce cas-là. Donc, j'attends la reconnaissance maladie professionnelle avant de le déclarer inapte. Mais si le salarié ne l'a pas fait, parce que tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était si pas vous clair laissez- sur votre rôle quant au lien avec la maladie, l'origine professionnelle de la maladie. Et la question, c'est normalement, lorsque vous avez un salarié qui se présente en visite de reprise et que tous les arrêts avant la fin de l'arrêt sont d'origine non professionnelle, normalement, vous déclarez la maladie comme étant d'origine non professionnelle. Absolument. D'accord, c'est pas à vous de faire les Non. démarches. Non, parce que tout à l'heure, j'avais... Non, ça c'est clair. D'accord. Ça, c'est clair. Par contre, si on estime que c'est plus avantageux pour lui la maladie professionnelle, vous le renvoyez vers la médecine de ville pour qu'il fasse prolonger l'arrêt, alors, parce que absolument. D'accord. Absolument. On le renvoie vers la médecine de ville et on attend que la reconnaissance, en tout cas que ce soit engagé pour la maladie professionnelle. D'accord, parce qu'on est bien d'accord sur le fait que vous ne pouvez pas caractériser une inaptitude d'origine professionnelle en ayant eu auparavant des maladies, des arrêts pour De maladies. toute façon, c'est pas nous qui caractérisons, c'est Oui, le médecin voilà. conseil. D'accord. Non, mais par contre, le médecin du travail, vous pouvez inciter le salarié à déposer une Absolument. déclaration de maladie professionnelle. Oui. Il va avoir son médecin traitant qui lui fait un certificat médical initial ou, voilà, au titre de la maladie professionnelle. Et ensuite, la caisse peut faire rétroagir la date de, et en fait, modifier la qualification d'arrêt maladie simple en arrêt maladie pro dans un maximum de 2 ans avant la déclaration de la maladie. Mais en revanche, le conseil de prud'homme, ils peuvent, sans reconnaissance d'une maladie professionnelle par la Sécu, ils peuvent très bien considérer, le salarié peut dire que c'est d'origine professionnelle et le conseil de prud'homme, parce qu'il y a des conséquences, hein, il y a le préavis, il y a le double de l'indemnité. Oui, mais il y a le contentieux Sécu et puis le compte. C'est pour ça que la question est intéressante parce que je me demandais si vous pouviez Il peut avoir un lien professionnel sans qu'il y ait une maladie professionnelle. Oui, tout à fait, oui. Il y a des conséquences quand même. Moi, mon discours tout à l'heure, c'était vraiment la déclaration de la reconnaissance en maladie professionnelle qui, contrairement à l'idée couramment répandue, n'est pas forcément avantageuse pour les gens. Oui. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je trouve la question intéressante. Est-ce que vous pourriez quand même considérer, même s'il n'y a pas eu de déclaration maladie professionnelle côté Sécu, est-ce que vous pourrez considérer, vous, quand vous cochez, je sais plus s'il y a encore la case non, mais nous on fait pas du origine tout ça. professionnelle. Non. D'accord. Non. Par contre, en matière de souffrance au travail, par exemple, on assiste beaucoup dans nos consultations à faire comprendre aux salariés à nos patients du coup là qui deviennent que c'est d'origine professionnelle, même si c'est pas une maladie professionnelle. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Et cet écart-là, pour les gens, c'est parfois très très compliqué. Et dans cette Alors, hypothèse, est-ce que vous pouvez mentionner justement sur l'avis d'inaptitude lien avec sans reconnaître la maladie professionnelle, puisque c'est pas votre rôle, mais est-ce que vous pouvez, si vous considérez et eu égard au dossier du salarié qui est venu vous voir, etc., dans les cas de souffrance au travail, est-ce que vous mentionnez justement le lien avec les pas du conditions tout, parce de travail? que quand on fait notre certificat d'inaptitude, on considère que l'état de santé c'est le lien état de santé et poste de travail. On n'a pas du tout à motiver les raisons pour lesquelles on prononce notre inaptitude. En tout cas, jamais sur ce genre de certificat, pas de papier.
C'est vraiment pas ça. Ce qui est intéressant pour le Dernière salarié. question, et puis pour cette dernière question, si vous pouvez la reposer en fait avec le micro pour nos amis qui sont en distanciel et qui sont plus de 300, donc s'ils peuvent entendre, ce serait bien. Non, ce que je disais, c'est que la question a un véritable intérêt devant le Conseil de prud'homme parce que pour l'indemnisation justement du salarié, on se place au jour de la notification du licenciement et le Conseil de prud'homme doit regarder si au jour de la notification du licenciement, l'employeur avait la connaissance d'un potentiel lien entre le poste, enfin l'inaptitude et l'emploi. Et donc ça, c'est très important. Et la question, c'est que normalement, nous, quand on a ce genre de dossier sur l'avis d'inaptitude, il n'y a jamais de lien qui est fait par le médecin du travail. Jamais, sauf encore une fois, si cet avis d'inaptitude vient après des arrêts pour maladie, pour AT-MP. Mais sinon, normalement, vous ne faites pas le lien. Ah non. Et vous ne mettez aucune remarque de cette nature. Ah non, surtout pas. Oui, c'est bien ce qu'ils surtout pas. Par contre, on leur donne la feuille d'indemnité si on considère que le lien, il est avec un AT-MP. Mais alors là, dans ces cas-là, on conseille, alors là c'est, vous défendez un employeur. Oui, parce que quand c'est pour les salariés, on leur dit demandez votre dossier médical. Parce que là, il y a des éléments. Après, ils les versent dans le cadre des contentieux prud'homaux, mais nous, on dit qu'en tant qu'employeur, on n'a jamais eu connaissance de ce dossier qui est couvert par le secret médical et que donc on n'était pas informé d'un possible lien entre l'inaptitude et voilà. Mais donc, c'était par rapport à ce que vous disiez au début de votre intervention, je ne sais plus, une question. On est bien d'accord que le médecin du travail ne fait aucun lien entre l'inaptitude, enfin, ne déclare pas l'inaptitude d'origine professionnelle s'il n'a pas eu un arrêt AT-MP avant la déclaration d'inaptitude. Oui. Alors, mais le document est le même. Dernière question, il nous reste 2 minutes. C'était juste pour rebondir, sur une question de quelqu'un qui est en distanciel sur l'interruption du délai de prescription en faute inexcusable dès lors qu'il y a une action prud'homale. Alors, mon confrère a répondu, mais il y a l'arrêt du 7 juillet 2022 sur le sujet. C'était, je l'avais commenté à l'époque. La Cour de cassation dit dès lors qu'il y a 2 actions qui tendaient au moins partiellement à un seul et même but, la Cour d'appel a exactement déduit que l'action prud'homale engagée par la victime avait interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Sauf que ça n'a pas le même but, ça. C'est bizarre. Parce que dans les faits de mémoire, parce que c'était en juillet, c'était l'obligation de sécurité. Oui, mais c'est pas la même chose non plus. Vous indemnisez pas la même chose. La faute inexcusable se demande pas devant un conseil de prud'homme. La jurisprudence soit contestable, j'entends bien. Ouais, mais c'est quand même bizarre comme solution parce que c'est pas les mêmes demandes que vous formulez. C'était 7 juillet 2022. On ira voir les commentaires de cet arrêt. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je remercie surtout nos intervenants qui nous ont livré cet après-midi des interventions de qualité avec de la jurisprudence tout à fait adaptée et habilement commentée. Madame le médecin du travail qui nous a livré en fait sa manière de gérer son métier, ses relations avec les employeurs et les salariés, ce côté très particulier de conseil qu'on ne connaît pas habituellement aux médecins du travail sur l'opportunité du choix de tel ou tel statut à adopter. Vous retrouverez bien entendu les arrêts qui vous ont été cités sur le site et si vous avez quelques difficultés, vous envoyez un message au CNB et on vous retransmettra en fait les liens. En tout cas, merci, bon retour et bon week-end à vous. Merci.